musique aujourd'hui, beaucoup de musique grâce aux phonographes et aux disques. C'est un livre formidable que vous allez voir tout à l'heure. Je vous le présenterai bien en détail, bien entendu, parce que c'est un livre qui est dû à Daniel Marty, qu'on pourrait appeler Monsieur Phonographe. Tout à fait, un livre unique. Mais on va revenir un très court instant, François, si tu le veux bien, si vous le voulez bien. C'est la première fois que tu tutoies François, c'est extraordinaire. Il faudra arroser ça tout à l'heure, François. Vous voulez, mon cher Jean. Non, on va reparler un tout petit peu de la semaine passée, parce que d'abord, beaucoup d'entre vous nous ont écrit en demandant qu'il fallait une nouvelle émission sur les arts populaires, car nous avions été amputés par suite de l'actualité. Beaucoup nous reprochaient cette amputation, on n'y peut rien du tout, l'actualité a tous les droits, mais on refera les arts populaires. D'ailleurs, on nous a fait un reproche, François. Il paraît que nous avons oublié de montrer le panier qui a été réalisé par ce vannier. Oui. Mais on nous a même reproché de l'avoir prêté par-dessus la jambe, parce que c'était un vannier. Pas du tout, nous l'avions fait venir parce que justement, il faisait un travail formidable, qu'il avait fini son panier en moins d'1h20. Et moi, j'ai cru qu'on l'avait vu dans cet affolement, dans ces coupures, entre le quartet, entre la réception à l'Académie française. Et alors, on n'a pas parlé aussi, on peut montrer ce disque-là. On peut le poser, regardez comme il est beau. C'est un groupe qui s'appelle Transhumance, qui a fait, et je le retourne, ce disque, vous allez voir, c'est quand même très joli, car il y a tous les attributs, comme ça, de tout ce qu'il y avait dans ces colporteurs qui... Le Galérien, la plainte des papetiers, les Sieur de Londres. Enfin, il y a de très bons titres. Voilà. Et d'autre part... Alors, il y a également une chose, oui, on nous a posé pas mal de questions à propos d'un ouvrage concernant les meubles régionaux. Eh bien, il existe en fait un dictionnaire des meubles régionaux, le voici, qui a été écrit par Claude Salvi, et avec toute une explication des symboles par Olivier Beguer. Voilà, par exemple, ça peut vous donner un maximum de renseignements sur les meubles de Bretagne, comme de Vendée, absolument. Et c'est un livre très intéressant et très complet. Vous savez, François, c'est que je suis stupéfait, justement, de l'intérêt que les téléspectatrices et téléspectateurs manifestent pour les ouvrages. Chaque fois, on nous dit, vous allez trop vite pour nous donner les titres des ouvrages. Eh bien, écrivez-nous, nous répondrons en vous donnant toute la liste des ouvrages. Voilà, alors, comme on a failli aller trop vite, il faut quand même dire que c'est édité à la Revue de l'Ameublement. Revue de l'Ameublement, mais je ne sais pas où c'est. Moi, on pourra toujours donner l'adresse, genre... on parle beaucoup de notre émission dans des revues. Le collectionneur français nous consacre cette semaine, c'est un mensuel, ce mois-ci, charmant petit les mensuel, télé-curiosités de Jean Berthaud, mais il s'agit beaucoup plus de notre émission. Rappelez-moi ce nom-là, Jean, comment? Oui, voilà. Il s'agit de notre émission, qui est très regardée. Avec Monsieur Marty, que nous retrouverons tout à l'heure, qui est en bonne place. Voilà, et puis on y parle bien sûr d'horlogerie également. Et je voudrais qu'on dise que dans Trouvailles, oui, on parle également longuement de notre émission. Alors, tous les renseignements, parce que chaque fois, nous recevons des lettres quelquefois. Voilà, c'est le numéro de Trouvailles de ce mois-ci. Nous recevons des lettres qui nous disent, nous avons écrit il y a 1 mois et demi, je vous envoie une seconde fois mon enveloppe timbrée pour la réponse. C'est pas la peine, c'est souvent que ça prend du temps, il y en a tellement. N'écrivez pas de seconde fois, rien ne se perdra, il vous sera répondu. Voilà, à condition de ne pas donner un véritable inventaire lorsque vous voulez qu'on expertise. On l'a déjà dit. Mais bien, alors, moi je crois que maintenant, nous allons dans la foulée démarrer parce qu'il attend, il piaffe dans son coin, Daniel Marty, Monsieur Phonographe. Daniel Marty, je trouve que c'est beaucoup quand même, Monsieur Phonographe. Pour mes frêles épaules, le phonographe est tellement important, je trouve que ça fait beaucoup. Mais tous les documents de référence qu'on a trouvés dans des revues, on s'apercevait que ça venait de vous. Vous savez que sur ce plateau, nous allons avoir aujourd'hui 3 ou 4 petits ou moins petits tourne-disques ou plutôt phonographes qui nous ont été apportés par notre camarade qui s'intitule Ouvrier, ici, qu'on appelle Tonton Watt à la télé. Il collectionne tout, ce garçon. Vous l'avez vu? Mais absolument. Il vous a montré... Ça m'a fait grand plaisir de le voir. Des articles de journaux avec beaucoup de photos. Partout, c'était vos phonographes. Écoutez, ma modestie en a souffert. C'est parce que vous avez eu l'idée de collectionner il y a fort longtemps. Daniel Bien oui, c'est-à-dire que j'ai été intéressé par les phonographes simplement par l'attrait de ce qui est enregistré, puisque je faisais mes études de chant, que j'ai voulu écouter les chanteurs qui nous avaient précédés, et le seul moyen d'entendre certains phonogrammes était d'avoir un phonographe qui puisse passer un cylindre ou un disque à saphir, c'est-à-dire à gravure verte. Vous avez écouté Caruso au départ? Bien sûr, mais enfin, étant baryton, je cherchais plutôt les barytons. Alors on commence par la plus ancienne pièce que vous ayez dans votre collection. Oui, ça c'est une pièce tout à fait intéressante. Il s'agit d'un appareil à feuille d'étain, c'est-à-dire que la feuille d'étain était le support sur lequel
l'enregistrement était fixé et sur lequel on pouvait lire. Donc ici, vous avez ici un mandrin qui est en laiton, mais qui a des strilles, et en mettant dessus la feuille d'étain, on pouvait suivre, donc, vous voyez, très bien. Voilà. Alors donc, là, ça grince un petit peu, vous voyez. Donc on passait dans un sens pour enregistrer, puis ensuite... On parlait comme ça. Hein. Voilà, exactement, voilà. très près. Très près. Voilà, alors on vous enregistre ici, voilà. On va vous montrer une gravure, d'ailleurs, de l'époque. Oui, il y a des gravures, c'est bien, vous avez apporté beaucoup de documentation, François. Alors, mais oui, on c'est passionnant. cette jolie chose. C'est de quelle date, c'est l'appareil d'Edison? Alors donc, Edison l'a construit en décembre 1877, et il a commercialisé en 1878 ses premiers appareils à feuille d'étain. Alors ça n'est pas d'Edison, mais c'est sur le principe d'Edison. Nous n'avons pas pu apporter tous les phonographes aujourd'hui ici. Ceux qui sont dans le livre, tous ceux qui sont dans le livre vous appartiennent, mais il n'y a pas tous les phonographes que vous avez qui sont dans le livre. Sinon, écoutez, il fallait bien laisser, et j'espère qu'il y aura une suite un jour à ce livre. D'accord. Et on peut dire qu'un objet, parce que j'ose pas qualifier ça de phonographe, car il servait à la c'est diffusion, tout à fait le nom. Mais pour la diffusion, comment est-ce qu'on faisait? On pouvait pas le lire sur celui-ci, si? On repassait exactement le même enregistrement avec le même diaphragme et tout. Il y a une pointe absolument. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'on écoutait, on réenregistrait. Évidemment, alors au bout de 2 ou 3 fois, on n'entendait absolument plus rien. Et d'autre part, la feuille d'étain était quand même un matériau un petit peu sonore, alors que par la suite, on a trouvé la cire qui était assez dure pour être impressionnée, mais qui quand même n'était pas sonore en elle-même. C'est très rare, ça? C'est très très rare, oui. Est-ce qu'on peut y avoir une idée de prix sur un objet? Vous savez, c'est très difficile, parce que là, c'est l'offre et la demande, mais enfin, ces appareils, disons, entre 15 000 et 30 000, selon... Ah oui, oui. François, on se retrouve tout à l'heure. Pour la visite, vous en faites une partie. Moi, je commence, Daniel. Oui. Voilà. Alors ici... ici, écoutez, je vais vous dire que vous tenez la place du chien, puisqu'il s'agit de l'appareil qui est le fameux appareil symbole de la voix de son maître. Donc le chien était à votre place, il s'appelait Nipper, ce qui veut dire gamin en anglais, et le phonographe était celui-ci, avec la manivelle verticale, vous voyez, qui est tout à fait caractéristique. C'est exactement ce que vous voyez encore sur les étiquettes de disques aujourd'hui de cette marque. Alors celui-là date de 1902 ou 3. Il s'agit donc d'un phonographe très très simple, vous voyez. Une petite pièce qui a l'air vraiment... Alors ça, voici un phonographe qui fonctionnait avec des disques en chocolat. Les disques en chocolat? Absolument, c'était pour les enfants. Ça marchait? Ça marchait très bien. On entendait? Mais oui. Mais malheureusement, les enfants sont sans doute gourmands, et les disques en chocolat sont tout à fait rares. On peut voir tourner comment ça... Ah oui, vous voyez, il suffit, voilà. Et alors, ça reposait... Oui, mais alors là, attention, il n'y a pas de disque dessus, donc on ne pourrait pas entendre. Et la réserve, je crois que c'est ça. Alors la réserve, voilà, vous soulevez. Vous avez là... il y en a un. Ah oui, mais il n'est pas en chocolat. Là, non, ne le croquez pas, surtout. Non, il est en cire. Alors, ce qu'on pourrait dire, si quelques téléspectatrices ou téléspectateurs a encore chez lui, chez elle, quelque part, même en mauvais état, un disque en chocolat, vous êtes oui, fou. Tout à fait. Oui, ça, je vous promets de ne pas le manger. Vous les avez déjà vus en chocolat ou il y en a très peu? Mais j'en ai vu en photographie. En photographie? Alors, je ne sais pas. Bon, alors nous allons continuer la visite avec un appareil qui est presque un monstre. Fantastique, ça. Alors, voilà une fabrication d'Edison. Il s'agit du Triomphe. Et son nom, déjà, c'est un appareil qui peut passer des cylindres de 2 sortes, 2 minutes ou 4 minutes. Il s'agit de la durée du cylindre, c'est toujours de la même dimension. Et donc, si vous voulez, on pourrait peut-être faire une démonstration. On peut faire la démonstration, on va même montrer, on va le tourner un tout petit peu. Oui. Ah, il est très lourd. Ah, c'est dans votre sens. Vous voulez comme ça, voilà. Pour pouvoir montrer une petite chose, le petit balayage. Vous voyez, alors voilà, il tourne. Je l'ai remonté tout à l'heure. D'accord. Et voilà. Quelle époque? Alors, 1908. 1908. Eh oui. Très bel objet, ça. Très bel objet, et surtout extrêmement robuste, pratique. Le diaphragme n'appuie pas du tout sur le cylindre, donc ne l'use pas. Seulement, juste, le petit saphir vient lire. Et ensuite, comme je vous l'ai dit, il y a 2 minutes ou 4 minutes, il s'agit donc du défilement de... Oui, je vais montrer quelques cylindres. Là, je vois justement un cylindre actuellement dans une boîte.
Et il est marqué les cylindres enregistrés Edison. Oui, il y a écrit même moulé sur or. Alors évidemment, il s'agit là de la matrice qui a servi à mouler ces cylindres qui, eux, sont en cire. Bon, et les cylindres, on va en sortir un. Celui-là, là... Ah, mais il est très joli, celui-là, mais il n'est pas en cire, vous voyez. Il est en celluloïde. Ah, il est en celluloïde. Et il date de 1913. Quelle durée? Alors la durée, c'est 4 minutes. Il est en magnifique état. Ceux-là sont plus robustes. Ils sont beaucoup plus robustes. Voilà, parce que la cire, elle, était attaquée par un champignon, tandis que le celluloïde est très très robuste. Alors, combien coûte un cylindre quand on en a comme ça en bon état? C'est difficile, mais enfin en très bon état, c'est évidemment assez rare. Ça peut coûter 50 francs à peu près. Oui. Quel que soit le titre enregistré. Oui, il s'agit lorsque l'état est parfait, n'est-ce pas? Oui. Hein, là, rare. On trouve un des petits appareils de notre camarade Tonton Watt. Ça marche? Alors ça, c'est un Nirona. Il s'agit d'un appareil pour enfants. Mais écoutez, on va le faire marcher. Vous en avez beaucoup chez vous? Ah, j'en ai quelques-uns, oui. On montre, vous m'avez dit, on montre. Attendez, bon, si vous voulez. Ouais, oui. je voulais montrer cette petite Alors ça, c'est tout à fait intéressant parce que le résonateur, c'est cette petite cloche, là, vous voyez. C'est tout à fait original. Ça remplace le cornet que vous avez vu sur d'autres appareils. Et ça fonctionne, ça devrait fonctionner. C'était pour enfants, ça? C'était pour enfants. On va écouter le... Voilà. Enfin, il tourne déjà. Savez-vous planter les choux à la mode, savez-vous planter les choux à la mode chez nous? Je connais la chanson, je connaissais pas l'appareil. Vous voyez? Et vous en avez quelques-uns? J'en ai quelques-uns, j'en ai aussi de différentes couleurs. On peut voir maintenant une chose qui est marche avec disque aussi. Là, écoutez ça, je sais que vous ne voulez pas croire que c'est un phonographe. Non. Eh bien, c'est une pendule phonographe. C'est l'horloge parlante de Hiller, fabriquée à Berlin. Donc en allemand, elle parle allemand. Ah, elle parle allemand en 1911. Évidemment, sa voix est un petit peu usée, elle est tout à fait ancienne. Alors prêtons l'oreille. Oui. J'ai entendu 3 Uhr 45, ça doit être 3h45. C'est quelque chose comme ça, parce que voyez-vous, ça ne donne pas l'heure à la minute près, mais au quart d'heure près, donc au plus près du quart d'heure. C'était ça. Il y a sur une bande également celluloïde 48 sillons qui correspondent au quart d'heure des 12 heures. Et c'est de quelle année, vous m'avez dit? 1911. 1911. On passe maintenant à des disques un peu spéciaux, là. Ah oui, alors là c'est voilà un disque dont le support est en carton et dont la matière plastique, enfin avant l'heure, recouvre cette face. Ce sont des disques très très bon marché. Quelle époque? Alors ça, c'est autour des années 1930. Ça a commencé à ces époques-là? C'est cela. Oui. Alors ça, c'est très très pratique. Vous voyez, là, c'est épatant, ça. Il ne risque rien? Ah non, non, là on peut... Vous voyez, c'est... Bien. On continue avec eh bien, si vous le voulez. Un appareil. Le pavillon est somptueux, là, le moins qu'on puisse dire. Le pavillon est somptueux, là, il est en bois, ce qui, pour l'audition, est tout à fait excellent. On écoute? Et voilà, on va écouter. Ah oui, mais qu'est-ce qu'on va écouter? Ah, bien, nous allons écouter le Harensort de Charles Cros. L'un des inventeurs du phonographe, ou l'inventeur par antériorité. Nous en parlerons tout à l'heure. Dans tous les cas, il s'agit donc du Harensort dit par Denis Dinès de la Comédie Française, autour des années 30. Voici le premier monologue de Charles Cros, poète et savant français, qui fut l'innovateur du genre et qui, de son vivant, fut plus connu pour cette fantaisie que pour ses importantes découvertes scientifiques. Le hareng sort. Il était un grand mur blanc, nu, nu, nu. Contre le mur, une échelle, haute, haute, haute. Et par terre, un hareng sort, sec, sec, sec. On écouterait bien jusqu'à la fin. Oui, c'est formidable, à la fois Denis Dinès et tout. Et puis la personne qui écoutait si attentivement, là, et vous appelez Cros, François Cros, et vous êtes... Le petit-fils de Charles Cros. Mes félicitations. C'est lourd à porter. Très lourd à porter. Vous êtes journaliste? Je suis journaliste, oui. À l'AFP, Agence France Presse. Oui, mais
oui, c'est un nom assez lourd. Parce que quand on a eu un ancien... En tout cas, nous allons parler de lui tout à l'heure et on va regarder, puisque nous sommes venus près de la table, là, tiens, je retire tout ça pour qu'on puisse voir ce petit phonographe qui s'appelle la sirène. Hein, alors ça, c'est une sirène, et c'est une sirène parce que sa base représente cette dame, cette sirène. Attendez, est-ce qu'on la voit bien? On va la voir un peu plus vers ici. Oui, voilà. On va tout voir. Voilà, on la voit très bien, là. Vous voyez, c'est une jolie tête. Et ça marchait comment? Alors cela marchait donc avec un petit moteur qui est là, et le diaphragme est ému uniquement par le cylindre. Ah oui, j'étais très surpris. Oui. Oh là. Avec un cocher blanc. Derrière les sorts baissés, quel diacre, derrière les sorts baissés, on entendit de baiser. Et puis une... C'est superbe aussi. Ah, c'est superbe, et puis elle nous regarde. Ben, je crois que Yvette Guilbert sera avec nous tout au long de l'émission par l'intermédiaire de cette très belle affiche. En effet, il s'agit d'un enregistrement qu'elle a effectué en 1934, alors qu'elle était déjà assez âgée, et elle avait commencé sa carrière au phonographe en 1898. C'était déjà une... Et puis alors ça, c'est un petit phonographe qu'on avait tous à peu près chez nous et qui est qu'on arrive à trouver encore quelquefois. Oui, ça c'est ce qu'on appelle un phonographe mallette. Ça fonctionne très très bien, mais ça n'a évidemment pas toujours le charme d'autres qui ont des pavillons ou qui sont un petit peu plus élaborés. Absolument. Voilà donc d'ailleurs un autre phonographe mallette. Voilà. Allez, mettez-vous plutôt par ici pour la... Voilà. Alors ça, il s'agit d'un Nirona. Tout à l'heure, on a vu un Nirona entièrement métallique. Voilà. Ça, celui-là est un petit peu plus grand. Il a grandi. Voilà. Parce que l'idée, c'était quand même de pouvoir transporter la musique avec soi, et c'était une innovation. Vous savez, l'enregistrement, ça a changé la vie des gens. Ils ont pu danser où ils en avaient envie. Ils ont pu entendre leur vedette préférée dans toutes les circonstances, que ce soit chez eux, que ce soit en réunion de famille. Ils pouvaient inviter à leur réunion de famille Yvette Guilbert que nous venons d'entendre, ou bien Charlus ou d'autres vedettes. Alors là, on a dû faire une petite erreur parce que bon, il ne s'agit pas, évidemment, c'est une sculpture ancienne asiatique. Tout à fait, vous voyez que c'est une... Ça n'a rien à voir avec les phonographes. Ah, écoutez, je vais regarder de près. Il me semble quand même que cette petite statuette-là pourrait nous servir à quelque chose. Vous m'en direz tant. Oui. Vous voyez, il y a un diaphragme de phono ici. Voilà. Je vais vous passer le haut de la pagode. Voilà, absolument religieusement. Et cette statue, vous voyez, on va lui trouver une place ici. Et puis, ben voilà, ça tourne. Hein. Ça tourne et on pourrait mettre un disque. Nous n'avons pas de disque, alors voilà, nous arrêtons, c'est très bien. Voilà, c'est donc l'idée de décorer et de mettre voilà, voilà, c'est ça. Ce sont les idées qui, celui-là, autour des années 20, ces idées sont venues agrémenter le phonographe. On a voulu lui donner des formes bizarres, et celle-là était tout à fait dans le goût de l'époque. Alors, voici là une forme beaucoup plus classique. C'est un phonographe ancien aussi. Oui, en effet, il est tout à fait ancien. Il a 2 mois. Pardon? Oui, il a 2 mois. Oui, je fais l'étonner, mais en fait, Daniel, je sais fort bien que ce phonographe-ci a fait l'objet du concours de la semaine dernière, qu'il a été d'ailleurs gagné par une dame, et que ce phonographe a été fabriqué par un monsieur, C'est un fabricant d'horloges, de pendules, qui est dans le Jura, et qui vient de lancer cette fabrication parce qu'il y a une grosse demande de ces appareils qui sont évidemment pleins de charme. Voilà. Et je suis ravi que mon livre lui ait servi un petit peu de modèle. Il me l'a dit d'ailleurs, et j'en suis très très content parce qu'après tout, plus il y aura d'objets comme ça, plus l'intérêt des gens pourra éventuellement se manifester. Très bien, avec un très beau pavillon de merisier. C'est cela, oui. Voilà, et bien nous continuons maintenant la visite et nous retrouvons Jean qui est en fort bonne compagnie. Eh oui, il est en plus que bonne compagnie. Ah, si je ne me retenais pas, je lui demanderais de me faire un gros pitou. Je vous appelle un poutou. Merci Dorothée. Je suis très heureux, c'est vrai qu'on dit toujours qu'il y a des guerres, des chaînes, tout ça est complètement stupide. Sinon, on n'a aucune chaîne en commun, quoi. Je suis très heureux en tant que, non pas consoeur, animatrice, présentatrice, mais tu es ici aujourd'hui, ou vous êtes ici aujourd'hui, je peux dire tu, hein? Oui, alors. Oui. Ça serait difficile depuis le temps qu'on se dit tu. En tant que phénomène tout à fait particulier. Ah, c'est un phénomène? Ah oui. Vous savez, on passe pour. Non, un phénomène de vente du disque, rentrer aussi rapidement dans ce métier et avoir aussitôt
un succès pareil. Est-ce que tu sais actuellement quel est le disque qui a été le plus vendu déjà de Dorothée? Oui. Non, je sais pas. Je pense mais que tu es plusieurs fois ce menteuse. qu'on appelle non seulement millionnaire de disques déjà, pas en argent forcément. Non, en vente d'accord. de disques, oui, parce que c'est pas forcément proportionnel. Non, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de disques vendus. Et bon, j'en suis la première surprise. Oui. Je peux pas dire que je suis pas contente. Mais est-ce que c'est une tendresse peut-être que le public manifeste d'une certaine manière? C'est peut-être pas Dorothée, peut-être pas une grande actrice de variété, mais c'est quelqu'un qu'on aime bien et comme elle chante, on a envie de la voir. C'est je l'amie. crois qu'au niveau des enfants surtout, on s'entend bien. Moi, je m'amuse avec eux et je pense qu'il y a quelque chose qui passe et on s'amuse ensemble. Alors on va parler, après avoir parlé d'une petite chose, Dorothée, on va parler des choses du jeudi. Et on n'a pas eu de chance, Dorothée, jusqu'à présent, parce que par exemple, on cherche désespérément pour une dame des toiles ou des tableaux ou des peintures ou quoi que ce soit de signé qui s'appelle l'Écluse. Vous allez voir, on va toujours vous remontrer cette fameuse Henriette, je ne sais plus. Non, c'est pas Marie, mais je crois pas. En tout cas, on va le voir dans un instant. Mais cette fameuse, la voici, c'est Henriette Anne. Voilà, Henriette Anne Écluse, qui vraiment a exposé au Salon des Indépendants de 43 à 1859 et on ne trouve aucune toile signée d'elle. Et c'est pas possible, il n'y a pas un milliardaire en 1900 qui a racheté le tout, qui les a brûlés, donc on devrait en trouver. Quelqu'un qui expose pendant 15 ans au Salon des Indépendants. Voilà. Eh bien, malgré tout, nos téléspectateurs, oui. Oui, elle a été Jean, l'élève de M. Schaeffer. Je me suis renseigné auprès du musée Schaeffer à Paris et on n'a rien en catalogue, ni même encore dans les réserves. Incroyable. Ça continue toujours, cherchez toujours. Et grâce à des journaux, parce que je pense qu'on va faire bientôt l'estampille, on va faire la suite de certaines choses dans l'estampille, qui est donc également un mensuel qui s'occupe d'antiquité et d'art. Et peut-être que grâce à toutes les publications qui donnent suite à notre émission, on va peut-être trouver enfin. Mais aujourd'hui, on demande quelque chose d'apparemment très simple. Je vous prends à témoin, Dorothée et Christian Rémy, nous allons écouter dans quelques instants un tout petit extrait d'un disque souple que j'ai retrouvé à la maison qui doit dater des années 75. Et non, on a le temps encore, François, oui, parce qu'on va... et je vous explique d'abord l'histoire. Ce disque souple, je l'ai trouvé, j'allais le jeter parce que comme il n'y a pas de nom, il n'y a rien dessus, je me suis dit qu'est-ce que c'est? J'ai écouté et j'ai pas pu m'en aller parce que je trouvais que c'était très intéressant, plus qu'intéressant, vraiment très intéressant. Je me dis c'est pas possible, qui est-ce? Et alors, on a fait l'inventaire autour de moi, tous les amis qui venaient, c'est pas Cholon, c'est pas Henri Tachant, c'est pas ceci, c'est pas Barrière, c'est pas... Qui est-ce? Alors, on va demander aux téléspectateurs, on l'écoute si vous voulez bien, vous allez écouter un court instant, tout le monde, et puis on le réentendra tout à l'heure. On va écouter un tout petit peu. Tu peux jouer aussi? Ah, tu peux écouter, oui, bien sûr, tout le monde peut écouter. Allez, on écoute. Du matin qui défait les draps chauds, au soir qui allume des feux, quatre coins des miroirs, de l'enfant calme qui se lève au chant qui ne finit jamais, du trèfle qui est sur tes lèvres, au blé qui danse dans le champ. Voilà, je crois que tous les téléspectateurs, téléspectatrices qui ont peut-être eu l'enregistrement de ce garçon, qui a un nom forcément, donc il faudrait qu'on sache qui c'est, quel disque il a fait. Le titre de ce disque, apparemment, ça s'appelle Aimer, puisque nous l'avons écouté en entier. Et cherchez les 10 premiers d'entre vous. Non, c'est la chose, ça. La chose, on récompensera. On récompensera quand même. On a besoin d'apprendre quelque chose. On donnera un abonnement ou on donnera un très beau livre qui n'attendent que de trouver des possesseurs. Alors, eh bien, vous allez nous le montrer, ce disque, François, et nous allons bien sûr, on le fait réentendre une fois. On le fait réentendre une fois avant de... Mais oui, mais bien sûr, il y a mon camarade caméraman là qui a pas l'air heureux. On fait réentendre notre disque et nous allons prendre, en tout cas, nous allons prendre notre place en le réécoutant. Du matin qui défait les draps chauds, au soir qui allume des feux, quatre coins des miroirs, de l'enfant calme qui se
s'élève au chant qui ne finit jamais, du trèfle qui est sur tes lèvres, au blé qui danse dans le champ. Voilà. Je crois que nous en avons entendu suffisamment pour que c'est une voix qui frappe, qui est très belle. Je vais demander, il y a Pierre Sacca qui est également arrivé, qui est déjà venu dans cette émission, que tous ceux qui écoutent l'oreille en coin connaissent, et tous ceux qui chantent un tas de tubes. Combien vous avez écrit de chansons, Pierre Sacca? Je sais pas, dans les 2000, je crois. C'est ce que vous m'aviez dit la dernière fois. Vous n'avez pas écrit depuis la dernière fois? Ce sont des parodies. Les parodies, c'est bien plus élevé encore. C'est plus de 3000 les parodies. 3000 ça fait 12 ans l'oreille en coin. À 7 chansons par dimanche. Vous devez pas savoir quoi faire de votre argent. Non, parce que Dorothée, elle n'est pas l'auteur de ces chansons en général. Hein. Bon, alors nous continuons la visite, car nous avons M. Jacques Blossy de la SACEM. SACEM, alors la SACEM, c'est la société... Auteur, compositeur et éditeur de musique. Voilà, vous voulez pas que je dise tout, moi, voilà. Alors la SACEM encaisse l'argent, toutes les royalties. Ah non, pas les royalties. Les royalties, c'est pour les interprètes. C'est pour les interprètes. Laissez-nous quelque chose. Vous encaissez quoi? Alors, nous encaissons les droits d'auteur pour l'utilisation des œuvres musicales partout en France. Dès que la radio, la télévision, les discothèques utilisent de la musique, nous intervenons pour rémunérer les auteurs, les compositeurs et les éditeurs de ces œuvres. Est-ce qu'on sait qui a touché le plus parmi les auteurs-compositeurs? Je m'y attendais à cette question. Non, mais vous savez maintenant, vous avez vu qu'on vit à l'heure américaine, hein, il faut que les entreprises fassent des affaires, l'argent n'est plus quelque chose. Il n'y a pas de numéro 1 à toute catégorie, mais il y a quelques grands noms qui ne vous surprendront pas. Si je vous parle de Pierre Delanoë, de Bernard Lavillier, de Jacques Higelin, de Michel Berger, vous ne serez pas surpris. Je voulais dire, toute catégorie, on avait dit que toute catégorie, est-ce que c'est vrai ou pas? Non, parce que les droits changent selon les répartitions, selon les années, et il n'y a pas de champion toute catégorie. Ravel rapporte énormément de droits, et en particulier des États-Unis. Debussy. Oui, c'est sûr. Debussy aussi. Debussy est dans le domaine public maintenant. Maintenant, c'est fini. Voilà. C'est fini, oui. Eh bien, à côté de vous, Madame Callas, que j'ai tout à l'heure outrageusement appelée Maria Callas. Non, pas tout à fait, selon. Madame Callas, Oui, si M. Blossy vous laisse un tout petit peu de place, parce que quand même, là, il vous bouscule, il vous oppresse, voilà, on va vous voir parfaitement. Alors, vous êtes le conservateur du département phonothèque de la Bibliothèque nationale. Et tout à l'heure, avec Denis Favre, je ne sais pas ce que j'ai dit, mais elle a dit que c'était pas ça. Ah oui, vous avez dit d'horreur, vous avez dit que c'était le département disque, alors que la Phonothèque nationale, il y a non seulement le son, mais il y a aussi maintenant la vidéo et le film. Oui. Donc c'est beaucoup plus large. Donc c'était très dommage. Et vous avez le dépôt légal, c'est-à-dire chaque fois bien sûr, il existe un dépôt légal depuis 40 ans. Chaque disque. Tous les disques, y compris ceux de Dorothée, bien sûr, sont déposés en 2 exemplaires. Ceux de Dorothée, je l'ai vérifié ce matin, sont même entrés dans la base de données qui recense tous les enregistrements que nous recevons. Donc, oui. Mais 40, c'est le dépôt légal. Mais nous recevons les disques, nous achetons les disques toute la période antérieure, de façon à avoir cette espèce de mémoire sonore de tous les enregistrements qui ont été diffusés sur le territoire français. Depuis les origines. Ah, parce que je voyais tout de suite qu'on disait pour la chose, appelez le 787 44 44 si vous êtes à Paris, ou autrement c'est le 16 1 787 44 44. Je crois que vous aviez quelque chose à demander. On sait, vous me l'avez dit en conversation et vous pouvez le redire, qu'on a enregistré la voix de Jaurès. Oui, je pense qu'on a enregistré la voix de Jaurès. Oui, nous ne l'avons jamais retrouvé. Il aurait pu être enregistré parce qu'il militait avec Ferdinand Bruno, qui a créé les archives de la parole en 1911. Or, Bruno ne l'a pas. Enfin, les archives de la parole font partie des fonds des incunables de la Phonothèque nationale. Nous ne l'avons pas. C'est une voix politique qui manque et que l'on cherche un peu dans le monde entier parce qu'il y a des collectionneurs de voix d'hommes politiques qui ont cherché un peu dans les archives, aussi bien en République fédérale allemande qu'aux États-Unis. Et à ce jour, nous ne l'avons pas retrouvée. Mais on peut peut-être la retrouver. On a retrouvé la voix de Clémenceau il n'y a pas tellement longtemps. Elle accompagnait un film d'actualité. C'était ces fameux phonocènes Gaumont. On ne sait jamais, mais effectivement, lançons l'appel. On lance un appel. Si on retrouve, donc, grâce à un téléspectateur ou une téléspectatrice, il faudra l'authentifier. Ah, on vérifiera la voix de Jaurès, mais là, vous avez un abonnement et une entrée gratuite à la Bibliothèque nationale pendant toute votre vie. Ah oui. Ça vous prend une responsabilité. Ça, vous pouvez un enregistrement de Jaurès. Oui. Je réserve. Nous trouvons pas dire que vous n'avez pas
heureusement, on ne vous oblige pas à avoir un double de ce qui est enregistré par les particuliers, parce que non, pas les du bandes tout, magnétiques... heureusement. D'ailleurs, les particuliers ont quand même le droit d'avoir leur propre collection. Ceci étant, nous nous efforçons d'acheter ou de recevoir des donations pour tout ce qui est intéressant, qui serait intéressant de conserver. Parce que vous l'avez dit vous-même, vous vouliez jeter ce disque parce qu'au fond, il n'était pas identifié et qu'il vous gênait. Bon, il peut arriver souvent que des particuliers ont envie de se défaire de collections, de phonogrammes et même de vidéogrammes maintenant. Alors nous sommes l'institution nationale de conservation et on peut nous apporter, on achète et on reçoit aussi des grandes donations. Quand on fait les enregistrements, ils comportent un numéro. Nous, on a trouvé un numéro, même sur un disque souple. À votre point de vue, c'est le numéro qui doit accompagner la sortie du disque? Non, sur un disque souple, il n'y a pas nécessairement un numéro. Bon. Mais en tout cas, il y a une marque écrite à la main. C'est François va le rechercher. Bah, c'est bien, il est formidable ce François. Ça dépend. Si le disque souple a été fait dans une maison, dans une grande société phonographique, il est évident que là, il y a un repère, mais autrement... Ben, apparemment, je crois que c'est Polydor, c'est ça? Celui-ci, c'est effectivement 24 730-44 Polydor, face A, 8. Bougez pas François, bougez pas François, on va la voir. Voilà. Mais eh bien, alors à ce moment-là... Il existe des registres. Alors à ce moment, il y a des registres, vous allez retrouver le nom du chanteur. Votre concours, il est vraiment... Si on va chez Phonogramme, chez Polydor, on doit retrouver... Avant la fin de l'émission, on pourra le savoir. Peut-être pas avant la fin de l'émission, mais... J'espère que les téléspectateurs, eux, vont téléphoner avant. Si c'est un disque, quelqu'un l'a bien entendu, le connaît bien, ne serait-ce que la famille du garçon qui a enregistré. Voilà. Mais je voulais vous faire entendre, à la limite, quelque chose qui mérite d'entrer dans les archives. Est-ce que vous avez quelque part dans vos archives la rencontre entre Paul VI et Athénagoras? Bien sûr. Ah. Mais vous savez que ce sont des disques qui ont été saisis. Oui, ah bon? Alors on n'a pas le droit de le passer. Ce sont les seuls enregistrements qui soient dans la réserve de la Phonothèque nationale. Il n'y a pas d'enfer, il n'y en a plus à la Bibliothèque nationale, il n'y en a plus dans notre département. Mais les disques qui ont fait l'objet d'une saisie, évidemment, ne peuvent pas être consultés. Par contre, il est fort important de ne pas les détruire et de les garder. Ils échappent enfin aux autodafés. Et nous les avons, bien sûr, nous avons la collection complète, hors sac. Mais je vous comme moi, elle est arrivée dans mes mains et pas du tout par votre canal, loin de là. Je voudrais qu'on écoute 15-20 secondes de cette rencontre Paul VI Athénagoras, parce qu'on s'apercevra comment ça a été fait. Je vous le dirai dans un instant. Enfin, ce que je crois en savoir, vous avez peut-être une version meilleure que la mienne. On peut écouter quelques 10 secondes ou 15 secondes de ces deux hommes et cette rencontre fantastique. Oh, tout à fait en privé, là. Absolu. Absolu. Je serai toujours pour ne pas manquer de la mériter. Et dès maintenant, que votre sainteté sache que je ferai tous les jours pour votre sainteté et pour les intentions communes que nous avons pour le bien de l'Église. Voilà, on en a entendu un tout petit peu. Et je crois savoir qu'on avait demandé à tous les journalistes et à tout le monde de quitter les lieux. Et puis, pour cette rencontre, il n'y avait aucun témoin. Et je crois que c'est un journaliste qui a appuyé sur ce qui lui restait de magnétophone, de bande. Et qui a enregistré la conversation. Et qui a entendu cette conversation. Évidemment, c'est un peu un viol, mais quand on entend tout au long ce qu'il y a, qui n'est pas très long, moi je crois que j'en ai 8 minutes à peu près, je ne sais pas s'il y en a plus, parce qu'il me semble que c'était un bout de bande, mais je pense qu'on pourrait au contraire le faire entendre, car c'est tout à fait extraordinaire. On a l'impression d'assister à une grande rencontre, à un grand moment. Bien sûr, mais c'est vous avez des papes? Vous avez des papes? Ah oui, tenez, j'ai un pape. Ah, un pape. Oh, voilà, ne bouge pas. François, je crois que c'est le plus cher. Moi, les collectionneurs m'ont toujours dit, j'ai 3 papes, il était heureux comme tout. Vous voyez que Jean XXIII n'a rien inventé, puisque là, ce sont des disques qui étaient faits avec privilège du Vatican, parce que c'est le secteur commercial du Vatican. Oui, vous pensez à Léon XIII, par exemple. Oui, voilà, oui, en effet, le plus ancien. Dès 1903, Bettini a enregistré Léon XIII. Il y a des enregistrements depuis ça. L'idée de reprendre tout à fait. Non, pas à connaissance. Ah non, parce que mais l'histoire du viol, de ce que vous venez de dire, me paraît tout à fait intéressant. C'est-à-dire que quand doit-on enregistrer ou quand ne doit-on pas enregistrer pour des enregistrements privés? Est-ce qu'on a le droit, effectivement, lorsqu'il s'agit de personnalités, même à leur insu ou même contre leur volonté, en quelque sorte, de les enregistrer, parce qu'on se dit, mais plus tard, il restera au moins ce témoignage. C'est un grave problème. On a parfois dans nos archives des documents où on hésite entre doit-on les détruire, ce que nous faisons jamais, la Bibliothèque nationale ne détruit rien,
Mais en même temps, nous ne les donnons pas en consultation. Nous attendons un temps absolument infini. Vous vous chargez de l'entretien des disques à la Nationale Quand vous dites vous vous chargez de l'entretien... Non, mais vous voulez dire vous vous chargez de l'entretien, par exemple, pour vos disques ou pour nos collections? Pour vos propres collections. Bien sûr, bien sûr. C'est-à-dire, comment procède-t-on Est-ce qu'il y a des maladies du disque? Absolument. C'est une mission extrêmement lourde parce que tous les documents, quels qu'ils soient, d'ailleurs les documents papier également, il n'y a pas que les documents sonores, audiovisuels, ne se conservent pas. Tout a une fin, y compris les documents comme les hommes. Et une maladie, surtout les disques micro-sillons. Celle-là vous surprendra peut-être, mais on préfère parfois conserver. Je peux vous les montrer maintenant? Oui, montrez tout. Je peux vous montrer. On préfère conserver ces disques. Ça n'est pas grave, ce ne sont jamais que les spécialistes qui cassent. C'est pas. Très solide. Bon, montrez-le bien sans bouger, parce que François va le montrer. Il y a plus grand, hein. Ah, bien sûr, mais il y a 50 cm. Oui. Ce disque est un disque réalisé par les Archives de la Parole, donc en 1913 par Bruno. Il est fait avec des gommes lac. Et apparemment, effectivement, il se casse. C'est pour ça que je n'ai pas été très enthousiaste pour vous emporter quelques-uns. Mais il se conserve assez bien. Ce que vous voyez là, on ne verra pas. Il n'y a rien derrière. Oui, justement, c'est pour montrer le fait qu'il était enregistré sur une seule face. Il y a la poussière. Mais non, j'ai fait exprès. Il n'est pas lavé. Un petit peu. Il n'y avait pas que de la poussière. Il y avait aussi, quand il y a des moisissures, bon, elles s'enlèvent très bien avec de l'eau distillée. Par contre, et là, je ne vous ai pas porté mes plus grands malades, ce sont les disques micro-sillons des années 50. Ah bon? Les disques micro-sillons, les premiers, les enregistrements parlés, qui sont des documents maintenant introuvables, vieillissent très mal. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que sur une période de 30 ans, ils devenaient tout bosselés, d'espèces de matière qui se durcit et qui font que l'enregistrement devient tout à fait inaudible. Alors là, c'est très grave quand on a une mission de conservation indéfinie, parce qu'il faut savoir à quel moment on doit les mettre sur une bande magnétique et puis surveiller cette bande magnétique pour un jour la transférer sur numérique. Or, à chaque fois, il y a une altération, bien sûr, du message sonore. Mais c'est les disques micro-sillons qui sont les plus difficiles. Tout ça, vous ne l'auriez pas si M. Charles Cros n'avait pas existé. Absolument, et M. Charles Cros veille sur la Phonothèque nationale. Son petit-fils nous a apporté, non pas, il n'y a pas de vrais documents concernant le phonographe, lui, vous ne les avez pas en tout cas, mais vous avez 2 découvertes, 2 publications de Charles Cros. Oui. On va pouvoir les voir, nous les avons également... Oui, parce que le phonographe, il n'a pas pu le construire. Il a découvert le principe du phonographe, mais Edison, qui avait tout un atelier, on l'appelle le sorcier de Menlo Park, il avait déjà travaillé sur le télégraphe, il avait des ouvriers, il avait tout l'outillage nécessaire pour construire ces appareils qui sont de véritables mécanismes d'horlogerie. Charles Cros, lui, s'était sorti tout armé de son cerveau. Il a décrit le principe lumineusement. Et puis... Voilà, vous voyez, on voit ces communications, l'une sur les planètes. Parce qu'il a aussi travaillé sur la photographie des couleurs. Alors, Et vous avez des photos couleurs, là, je crois? Oui, il a porté les photographies en couleurs, parce que ça, il a travaillé pendant toute sa vie. Il a commencé en... Vous les donnez à notre camarade François, qui est très bien placé là-bas. En 1869, il avait commencé, il a publié cette petite plaquette sur les... Montrez vos 2 photos, François. Pendant ce temps-là, je vais retrouver notre ami Christian, parce qu'on nous appelle. Je vais les montrer, moi. Je vais les prendre au passage. Je crois que SVP, Suzy n'est toujours pas revenue. Mais si, Suzy est là. Bonjour, Suzy. Bonjour. Les vacances furent bonnes? Elles furent très bonnes. Beaucoup de neige, beaucoup de soleil. Enfin, tout était très bien, en pleine forme. J'en profite pour montrer, vous voyez, des petites photos couleurs, des documents extraordinaires qui sont des photos couleurs faites selon le procédé Charles Cros, 1869, je crois, j'ai entendu. Un peu plus tard. Oui. Je ne sais pas si on... Voilà, elle est belle, cette femme, et en voici une autre, toujours en couleur. Des reproductions de tableaux, c'est les reproductions de... En couleur pour l'époque. Est-ce que vous avez quelqu'un, Suzy, actuellement, qui ait trouvé qui était le chanteur? J'ai beaucoup de propositions. J'ai Jacques Brel, Jean-Pierre Parlant, Jean-Claude Darnam, Gilles d'Orléans, François de Guette, Henri Lachon, etc. J'en ai pas mal, mais j'ai quand même quelqu'un qui nous dit qu'il s'agirait de Georges Gone, G-O-2-N, qui était un chanteur canadien qui a chanté à cette époque. La personne nous dit « Je possède le même disque et il y a un autre titre qui s'intitule « Qu'est-ce qu'on est venu faire ici ?» sur le même disque. » Alors si c'est réellement le même... Nous avons téléphoné, nous avons fait des références, nous avons trouvé des références, nous avons téléphoné à la maison de disque, tout vérifier. Et puis, nous confronterons nos points de vue plus tard. Et en attendant, nous allons vous faire écouter à tous et à toutes les 10 chansons ayant un rapport avec la chanson. Et quand vous en aurez trouvé 4, eh bien, vous aurez gagné quoi, François?
Et en même temps un abonnement au monde de la musique. Si, moi je l'ai. Nous écoutons 4 de ces 10 titres, voilà, avant le quartier. Vous écoutez. C'est avec aujourd'hui 35 secondes de retard que nous allons donner l'antenne à Évry André Théron, mais vous avez entendu les 10 titres. À vous le dada, à vous André. Merci Jean, j'attends le générique. En notre possession, cette image, c'est notre réalisateur et pas moi. Moi, j'ai pas de pupitre, c'est lui qui passera cette image. Et j'espère que, comme on dit à l'accoutumée, vous serez nombreux à toucher ce très gros quartet. Vous jouez de temps à autre, vous, Dorothée? Jamais. Est-ce que, on va appeler SVP Suzy, est-ce que vous avez... Vous trouvez oui. nos 10 personnes? Mais j'ai 10 personnes en ligne. Je dois vous dire que sur les 10 titres, 3 n'ont pas été donnés. Oui. C'est Le Disque usé, Envoie la musique et Mélodie perdue. Mais les autres ont été donnés copieusement. Je vais vous passer notre première candidate. Je voulais vous dire, Suzy, ils ont eu beaucoup de mérite car il paraît qu'on entendait très mal les 3 premiers. On entendait très mal, oui. C'était 2 minutes 35 de bonheur, très connu, Sylvie Vartan, et Le Disque usé d'Edith Piaf. Et le troisième, c'était Écoute ce disque de Sheila, 1964. Je prends votre première candidate. Oui, vous prenez Madame Geste, qui est de Calais. Ne quittez pas, s'il vous plaît. Moi, je ne quitterai pas. Non, je reste... Allô? Oui, bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Vous êtes heureuse, Dorothée, vous Oui, écoute. très heureuse. Il y a longtemps que j'essaie de vous avoir, mais c'était très difficile.
Les deux chaînes en une aujourd'hui. Ben voilà. Vous aviez trouvé quoi, madame? J'ai trouvé un petit air, la chanson du maçon. Un petit air, c'était la dernière, la chanson du maçon l'avant-dernière. Oui, laisse aller la musique. Oui. La chanson des Blédeurs. Voilà, j'ai pas de date pour la chanson des Blédeurs, c'est une très vieille chanson. On demandera tout à l'heure à Pierre Sacca qui est ici. C'est vraiment Monsieur Chanson, on a Monsieur Disque et Monsieur Chanson. Voilà le quartet, voilà. 21, 15, 9 et 12, en direct, vous voyez. Vous êtes les premiers à le savoir, nous sommes les meilleurs. Je vais pas dire, je sais pas ce qu'il ferait sur une autre chaîne, mais ici on coupe tout de suite pour donner le quartet. En tout cas, madame, c'est très bien. La chanson du maçon, c'était 1941. Maurice, bien entendu. Et 1938, un petit air, c'est Maurice Chevalier et Mireille qui l'ont chanté. Et vous pouvez nous rejouer 2 minutes 35 de bonheur, là, un tout petit peu. Oui. Tadam, tan, tan. Ouais. Merci, merci. Eh bien, ces 10 personnes, pour l'instant, ont déjà gagné ces magnifiques revues que nous avons présentées. Ça s'appelle Le Monde de la musique. Voilà, on les montre ici, voilà. Et Trouvailles, superbe, Le Monde de la musique. Trouvailles, oui, mais moi, vous voyez, j'ai droit au gros plan, là, comme ça. C'est formidable, hein? Oui. Bien, et l'un d'entre vous, ou peut-être un téléspectateur ou une téléspectatrice, si vous ne trouvez pas, les 10 personnes qui sont en ligne, vous allez devoir découvrir 4 noms. Nous allons vous faire entendre 4 voix d'artistes contemporains. J'ai pas dit de la chanson, mais il y en a peut-être de la chanson ou pas. 4 artistes contemporains. Oui, oui, c'est nous. Moi, je suis un aussi gros plan que ça. C'est formidable. Vous avez vu? C'est bien la télé, hein, quand même. Extraordinaire. Oui. Alors, il se trouve que vous allez devoir donc découvrir ces 4 noms. Et vous allez gagner quoi? Nous allons le savoir tout de suite en écoutant François. Oui, Jean, dans une émission consacrée au phonographe, eh bien, nous allons aller à la pointe du progrès. Et le gagnant emportera aujourd'hui, eh bien, un nouveau lecteur de disques au laser, s'il vous plaît. Un appareil de fabrication européenne, hein, je crois que c'est le seul. De fabrication européenne, absolument. Et donc qui permet de lire, Philippe Langlois. Jusqu'à 1 heure de musique sur ce petit disque de 12 cm de diamètre. Ah, c'est absolument extraordinaire, il faut le montrer quand même rapidement. C'est pas fragile? C'est pas fragile, non, vous pouvez poser les doigts dessus. Oui, enfin, aucun risque. On n'ose pas trop quand même, surtout après ce que nous a dit Mme Callas tout à l'heure. Il faut bien faire attention. Alors, on écoute un petit peu Philippe pour avoir une idée de quoi? De la pureté du son, c'est ça surtout qui est important. La principale qualité, c'est la pureté du son, l'absence totale de bruit de fond. Bien, on peut faire un petit essai et quand même dire que c'est un lot, une dotation qui va chercher, qui va dépasser les 4000 francs. Symphonie de Berlioz. Je fais ce genre de signe qui est horrible, ça n'est pas coupé, mais fondez cette musique sublime, car je pense que la différence que l'on peut faire ici, où nous n'avons pas tout le circuit de la télévision, quand nous l'entendons en direct, là, il n'y a vraiment aucun bruit de fond. Mais il est évident que ça ne peut pas supprimer les bruits de fond que vous avez sur votre téléviseur et que nous avons tous, pas parce que le vôtre n'est pas bon, mais le système ne nous permet pas d'apprécier la différence. Mais quand on se trouve comme nous ici, il n'y a aucun bruit de fond, aucun souffle. Vous avez droit à votre micro, c'est pour ça qu'on vous en a rapporté un. C'est parce que l'autre marchait mal. Voilà. Je crois que c'était un faux. Voilà. Alors, donc vous allez gagner ce lecteur de cassette compacte et je crois qu'on pourra aller jusqu'à donner encore 2 disques avec. Et c'est des disques qui valent relativement cher encore. Je crois que c'est 150 francs. 120 à 150. 120 francs, 150 francs suivant les... Mais 1 heure de musique très bonne qualité. Je sais que vous allez bientôt sortir, qu'on va sortir un Dorothée très prochainement dans ces enregistrements. Car évidemment... on n'en sort qu'une certaine quantité chaque fois, dans sûrement 1 an, à peu près presque tout ce qui marche sera édité sur ces disques lecture laser. Pareil, bien sûr. Alors Dorothée, vous allez écouter avec nous, nous allons vous faire entendre la première de ces voix, donc un nom à trouver tout de suite. On écoute tous ensemble, très attentivement s'il vous plaît. Sans personne avec qui parler véritablement.
Jusqu'à une panne dans le désert du Sahara il y a 6 ans. Vous avez entendu comme ça? Oui, j'ai entendu. Vous croyez que vous avez reconnu? Je suppose. Moi aussi, je crois que j'ai reconnu, mais moi je le savais, j'ai aucun mérite, voilà. je l'ai choisi. Hein. Moi, je triche pas. En fait. Alors on en écoute un second nom à trouver. Par devant, maître Honoré Grappazzi, notaire à la résidence de Pampérigouste, a comparu le sieur Gaspard Mitifio, époux de Vivette Cornille, ménager au lieu-dit des Cigalières et y demeurant. Ça a l'air facile, hein, là. Oui, oui. Très facile, peut-être un peu plus difficile maintenant, peut-être même très difficile. On écoute. Dans le quartier de la gare du Nord, tout le monde connaît bien Totor. Ce gars-là fait un métier très particulier. Il passe les rails du chemin de fer tous les jours au papier de verre et comme il n'est pas fainéant, chacun lui dit en le plaignant: Totor, t'as tort, tu tues et tu te tues, pourquoi t'entêtes-tu? Vas-y doucement, presse pas le mouvement, c'est pas normal, tu te fais du mal, t'as tout un tas de tics et tu t'éteins, tu t'attaques à ton teint, en t'entêtant, Totor, tu te tues et t'as tort. J'aurais pu vous le chanter si on avait répété. Vous savez, c'est... Je connais pas. Si, Vous ne connaissez pas ça? Non. Dans le quartier de la gare du Nord, tout le monde connaît Victor. Ce garçon fait un métier très particulier. Il passe les rails de chemin de fer, nuit et jour, au papier de verre. Bon, ben moi, vous connaissez la voix. Je vous chanterai le refrain, parce que c'est le refrain qui est le plus drôle. Oui, mais on continue le concours. Il y a une voix que nous n'avons pas encore entendue. Vous en avez entendu 3. On écoute la 4e, si elle ne s'est pas envolée. Je suis un peu ému de creuser le premier sillon du premier numéro du premier magazine sonore au monde. Il ne pouvait faire aucun doute qu'une telle idée, réalisée sous cette forme à la fois simple et révolutionnaire, séduisit un homme de théâtre. Voilà, vous avez entendu ces 4 voix. En tout cas, 2 étaient très faciles, une 3e assez facile, la 4e un peu plus difficile, mais pour gagner un lecteur... Eh oui. Hein, un lecteur... Le jeu soit un petit peu pimenté. Voilà. Alors, pendant ce temps, attention, on va dire top chrono, 4 minutes pour trouver ces noms. Et puis, une chanson de Dorothée en attendant. Vous gardez peut-être... Moi, vous n'avez peut-être pas besoin, allez, je vous le prends, merci. Allez, on passe le temps, ça s'appelle... Voilà. Pour faire une chanson qui aille dans toutes les maisons, il faut fredonner sans façon un petit air tout bête qui trotte dans la tête 3 notes de musique, une petite mélodie sympathique, et puis frapper sur le piano ré, mi, fa, sol, fa, mi, ré, do. Il faut un refrain, eh bien ça c'est très bien, et puis un couplet, tu viens de le trouver. Alors il faut chanter tous ensemble sans hésiter, d'abord à l'unisson pour essayer notre chanson. Pour faire une chanson qui aille dans toutes les maisons, il faut redonner sans façon un petit air tout bête qui trotte dans la tête 3 notes de musique, une petite mélodie sympathique, et puis frapper sur le piano ré, mi, fa, sol, fa, mi, ré, do. Si l'on veut aussi, on peut faire un pont, changer d'harmonie pour changer la chanson, rajouter ici 1 ou 2 accords. C'est joli, chante encore. D'accord, pour faire une chanson qui aille dans toutes les maisons, faudra écrire des partitions, une orchestration pour 200 violons, des notes de musique pour un orchestre symphonique, toujours rythmé par le piano, ré, mi, fa, sol, fa, mi, ré, do. Encore un couplet, un autre refrain. Et si cela vous plaît, avec nous il faut chanter. Attention car maintenant on va trouver un contre-champ pour faire une chanson qui aille dans toutes les maisons. Il faut redonner sans façon un petit air tout bête qui trotte dans la tête 3 notes de musique, une petite mélodie sympathique. On va reprendre la chanson en modulant d'un demi-ton. 1, 2, 3, 4 pour faire une chanson qui aille dans toutes les maisons. Il faut redonner sans façon un petit air tout bête qui trotte dans la tête 3 notes de musique, une petite mélodie sympathique, et puis frapper sur le piano ré, mi, fa, sol, fa, mi, ré, do. Pour faire une chanson, pour faire une
qui l'a faite, cette chanson? Gérard Salaès et Jean-François Porry. Alors, je crois qu'il nous reste encore 53 secondes à passer à votre compagnie avant de savoir qui a gagné ce lecteur de disques compacts, lecteur au laser. Est-ce que vous en avez un chez vous? Eh oui, j'en ai un. C'est un cadeau? Un cadeau, oui. Ah, ouais. Non, c'est quand même difficile parce que au départ, il y a quelques semaines, à peine un mois, ça valait encore 7 à 8 000 francs. Ah, mais je ne connais pas le prix des cadeaux. Cadeaux Non, mais je ne dis pas, je veux dire, c'était le prix d'un magnétoscope. Ah, c'est quand même beaucoup d'argent. Oui, mais la qualité est tellement fantastique. C'est fantastique. Il faudrait plus de disques maintenant, quand même. Ah oui, mais ça vient à grande cadence. Ça va très vite, oui. Tous les mois, faites-moi signe, combien de nouveaux il y a à peu près chaque mois, de nouveaux titres? 50 nouveaux titres à peu près par mois. Par mois, oui, oui. Ah, quand même, je suis en retard, là. Tiens, il va falloir que je fasse un peu de... C'est extraordinaire. 5, 4, 3, 2, 1... Suzy, est-ce que vous avez quelqu'un qui a trouvé ces 4 noms? Eh bien non, les 4 noms, Jean, bien que nous ayons eu 2 titres, c'est tout. Alors, l'ensemble des téléspectateurs peut donc jouer actuellement. Et mais savez-vous que nous avions même un appel de Neuchâtel en Suisse? Oui, il vaudrait mieux que ce soit... de toute la France, mais également de Suisse. Moi, je pense que si j'indiquais que ça pourrait venir de Belgique, ça aiderait beaucoup de choses. Je crois que l'appel le plus difficile... Nous avons aussi des appels souvent de Belgique. Oui, ah oui, mais là, oui, vous aidez un peu, là. J'aide un tout petit peu, mais j'aide aussi bien les personnes qui étaient en ligne que n'importe qui. Hein. Absolument, ils peuvent toujours nous appeler. Voilà, écoutez, nous allons continuer cette émission et vous nous appelez dès que vous avez le gagnant. Il faut que ce soit dans moins de 4 minutes. Hein. On fait marcher à nouveau notre chrono. Absolument. Nous avons toujours 4 minutes, sinon c'est la semaine prochaine. Hein, si encore on peut remettre ce petit chrono, voilà, on saura qu'il n'y a que 4 minutes pour la France entière pour appeler. C'est pas toute l'après-midi. Nous surveillons très attentivement. Voilà, enfin moi je vois pas de chrono, mais on va peut-être pouvoir nous le mettre. Hein. J'en ai un, d'accord. Vous en avez un, c'est très bien, Suzy. Donc maintenant, 3 minutes 39, vous nous appelez. Voilà, vous nous appelez, vous en aurez trouvé ou pas. Et nous allons retrouver nos invités, n'est-ce pas, ma chère Dorothée, puisque je ne peux pas dire qui a gagné. Je crois que vous n'avez pas de micro, alors... Non, mais je prends... S'il y en a un, oh, mais c'est merveilleux, monsieur, la technique extraordinaire. Tout le monde rejoint sa place, merci. On vous voit le nez en l'air, là, Dorothée. Ah bah bravo. Oui. Ah bah c'est bien. Voilà. Eh bien, nous avons accueilli, ou plutôt nous avons accueilli une nouvelle personne, monsieur Le Sueur. Votre prénom? Daniel. Daniel Le Sueur. Bon, vous connaissez à peu près tout le monde. Pierre Sacca, est-ce que tu peux nous dire à propos de ce que nous cherchions à savoir tout à l'heure, de quelle époque est cette chanson? Les Blés d'Or. Les Blés d'Or. 1882 et c'est Doria. C'est tout par cœur. 1882 et c'est dans rien. Il est très fort, hein. Il a son livre. Ah non, c'est pas gentil. Vous avez contrôlé dedans la chanson française. Vous ne le saviez pas par cœur. Écoutez, c'est un livre, on devrait demander à l'éditeur, de nous faire cadeau de 10 exemplaires un jour pour servir, voilà, aux téléspectateurs. Voilà, alors ça y est, l'appel est transmis, je vais pousser un petit peu. C'est un très beau livre. J'avais montré à quel point il est illustré, on ne va pas recommencer aujourd'hui, mais il y a toutes les affiches des grands d'une certaine époque, tout y est. Hein. Bon. Oui, vous voulez. Mais écoutez, moi je peux vous dire que comme l'auteur est là, si vous ne repartez pas avec, c'est que vous n'avez pas de charme. Oh non, mais merci. Non. Il faut le donner à quelqu'un déjà. Alors, est-ce qu'on peut montrer encore un petit appareil assez extraordinaire, là, de quelle époque? Oui, ça c'est un appareil qui est mystérieux, si vous voulez. Un appareil mystérieux. Nous n'avons pas encore pu identifier qui l'a fabriqué. Nous savons quand même, nous connaissons les initiales, nous avons A, D, nous savons que c'est le numéro 4 dans la série, ça on le retrouve plusieurs fois. Il s'agit donc d'un appareil à cylindre, et dont le cylindre lui-même est en laiton. Il est en laiton, alors nous ne savons pas très bien s'il a pu fonctionner, nous ne savons pas encore, nous n'avons pas pu poursuivre les recherches assez loin pour l'identifier tout à fait, mais il est forcément de 1885, entre 85 et 90. Comment ça marchait? On peut faire écoutez, on peut essayer, on va le faire tourner un petit peu, vous voyez. Voilà. Mais alors, on n'entend rien, mais on le voit tourner, ce qui est déjà pas mal. Et on ne sait pas quel cylindre elle est dessus. Ah ben, le cylindre, il est dessus, vous voyez, là, c'est un cylindre en laiton, là.
Voilà, c'est une machine un peu préhistorique. Ça n'a pas de cornet pour... Alors le cornet, vous voyez, il y avait une place, mais enfin, comme nous sommes des puristes, nous n'avons pas voulu inventer un cornet. Si un jour nous le trouvons, nous le mettrons. Enfin, c'est un joli appareil, en tous les cas. Il est bien fabriqué. Il est sur votre livre. Oui, il est sur mon livre également. Bon. En tout cas, le temps est peut-être terminé, Suzy. ASVP. Vous savez que nous avons encore droit à 30 secondes. Oui, oui. Mais est-ce que vous avez déjà... Nous sommes en train de noter un nom et nous avons une bonne réponse. Vous croyez que vous avez une bonne réponse? Je crois. Je vais vous le confirmer. Oui, je serais ravi pour cette personne. Donnez-moi le nom. Oui, Jean, attendez. Oui. Simplement le temps d'évoquer aussi... je crois qu'il faut terminer le jeu parce que c'est pas une évocation de 15 secondes qu'il faut faire. Suzy. Oui, alors voilà, nous avons une bonne réponse de Nogent-sur-Marne, de Madame Meunier, Josette. Alors les noms... Et je vais vous communiquer les noms. Elle est à côté de nous. Nous allons la voir dans un instant. Alors il s'agit donc de... Elle va vous les donner. Oui. Ne quittez pas. Madame Meunier. Ils sont dans cette enveloppe, hein, alors on va voir. Hein. Voilà, je me rapproche de l'eau. Madame Meunier. Allô, allô. C'est elle. Oui. Madame Meunier, parlez, s'il vous plaît. Elle a le carté, je crois. Eh non, mais vous avez touché le carté. Je crois qu'elle a le Madame carté. Meunier. Absolument. Elle est émue et bouleversée, je suppose. Bah, écoutez, donnez-nous ces titres si elle ne nous les donne pas. Oui, alors, il s'agit donc de Gérard Philippe. Elle est en ligne pourtant, je ne comprends pas. C'est pas grave. Madame Meunier, parlez. Bon, alors, bonjour. Oui, bonjour. Mais oui. Je pense que c'est Gérard Philippe, Fernandel, Gilles Bocarne et Jean-Louis Barrault. Voilà, mais vous avez totalement raison. Bravo. Eh bien, écoutez, la difficulté, c'était effectivement Julos Bocarne, parce que, voilà, le résultat est contrôlable. Voilà, et vous allez donc, madame, gagner ce magnifique... Ah oui, ça s'ouvre, Dorothée. Elle est émerveillée. Ce lecteur Philips, donc de fabrication européenne, et qui est tout à fait... Voilà, un très, très les beau 4 cadeau, noms sont exacts, les orthographes sont importantes. Je sais que Gérard Philippe tenait vraiment à ce qu'on ne mette qu'un P à son nom. Et Bocarne, ça s'écrit comme ça. Enfin, je vous ai remarqué que vous l'avez dans le désordre. En plus, oui, moi j'ai le carté dans le désordre, mais pour... je crois que nous devons une petite explication quant à l'origine de la voix de Jean-Louis Barrault. Voilà. Eh bien, en effet, cette voix-là est extraite d'une revue qui s'appelait Sonorama, qui doit évoquer beaucoup de souvenirs à beaucoup d'entre vous, et dont le numéro 1 a été publié le 1er octobre 1958. Il s'agissait en fait donc d'un magazine sonore, le premier, comme l'a dit Jean-Louis Barrault, qui a creusé le premier sillon. Vous voyez qu'il y a un petit trou au milieu de cette revue en forme de 45 tours, et que chaque fois, une page sur deux, nous avons un disque extrêmement souple, encore plus souple que celui que vous avez montré l'autre jour, et qui donc permettait à l'époque de constituer, je dis à l'époque, vous vous rendez compte, 58, c'est pourtant pas vieux, des archives sonores. Et voilà, et Jean-Louis Barrault a creusé le premier sillon. Alors il y avait donc de cette façon des interviews, par exemple un discours du général de Gaulle un petit peu plus loin, à quel collectionneur averti de Brigitte Bardot, comment? À quel collectionneur averti tenons-nous d'avoir ce document? Averti malheureusement. Non, mais si vous voulez, c'est peut-être un sens. M'imaginez peut-être un jour, Jean, que je serai sur ce plateau, car c'est moi qui l'ai gardé précieusement. C'est formidable. Absolument. Je suis sûr que Madame Callas la possède aussi dans ses archives. Oui. Simplement me disant que ce serait un témoignage du passé. Et ce que vous avez entendu a été reproduit à partir de ça, donc ça marche extrêmement bien. Oui, mais le drame justement de ces documents, ce disque souple, il y a eu des documents historiques formidables, des disques souples qui ne se conservent pas, mais qui n'existent que sous cette forme-là, et qu'il faut s'empresser de transférer justement sur les bandes dont nous parlions tout à l'heure. Parce que maintenant ça ne prend plus les disques souples, il n'y en a pratiquement plus, il y a des disques d'essai, mais il n'y a plus de texte de documents historiques comme ça. La télévision a tué un petit peu ça, ce goût pour les pièces de théâtre, les grands les enregistrements parlés. Si vous avez besoin d'enregistrer certains des messages qui sont dans ceux-là, je vous le ferai très volontiers. Nous avons la collection complète. Ah bon. Heureusement. C'est extrêmement rare. Vous avez vu? Sûr, tout à fait. Vous avez vu, François, comme elle dit, mais nous avons tout. Ah non, nous n'avons pas tout, nous sommes là pour faire des appels. Est-ce que vous avez ceci, par exemple? Voilà, c'est un petit disque soviétique, vous voyez, par rapport à moi, c'est vraiment un 33 tours. C'est en réglisse peut-être, Jean? Pas du tout, il se suspend. Avec du chocolat au milieu. Il marche très bien, on a voulu vous le mettre tout à l'heure, mais malheureusement, les appareils perfectionnés que nous avons pris, vous voyez la taille, hein, c'est vraiment pas grand, ce 33 tours. On y revient pratiquement, hein, Jean, oui. à la taille. Oui, on y revient, mais
Celui-là, le drame, c'est que pour le lire sur un électrophone trop performant, on ne peut pas parce que ça s'arrête, vous vous souvenez, assez près du centre. Ouais, c'est presque le vôtre, mais il n'est pas soviétique, le vôtre. Non, il est américain. Ouais, voilà. Alors, en tout cas, on vous a peut-être pas fait de cadeau quand vous venez, mais voilà, il est pour vous. Eh Parce bien, écoutez, je vous en remercie beaucoup. Je sais que vous ne l'avez pas dans votre Absolument. collection. Absolument. Alors, Merci. monsieur Blossis, je crois qu'il fallait encore... On avait des informations qu'on avait envie d'entendre sur la SACEM, sur tout le personnel qui y travaille, parce qu'on ne sait pas combien de personnes s'occupent. On sait combien de titres, vous nous l'avez répétez-le, combien de titres vous avez? Combien d'enregistrements sont conservés depuis les origines? 640 000. 140 000. 640 000. J'avais dit 900 000, mais ça sera bientôt. Tout à l'heure, vous avez dit 100 000. Non, après, j'ai dit... Après, vous n'avez pas entendu, j'ai dit 900 000. Voilà. D'accord. Bon. D'accord. Mais vous voulez dire combien... Nous, ce sont des titres de phonogrammes, c'est-à-dire le document enregistré. Mais là, la SACEM, elle recense des œuvres. C'est-à-dire qu'elle recense tous les titres des œuvres qui sont sur une liste. Il peut y en avoir 16 ou plus sur un même enregistrement. Et c'est-à-dire combien vous avez de titres recensés, vous, à peu près? La SACEM a un répertoire d'à peu près 5 millions d'œuvres. Et il y a à peu près 80 000 titres nouveaux déposés tous les ans. Voilà. Et quand on dit qu'il n'y a pas beaucoup de nouveaux auteurs, chaque année, combien y a-t-il de nouveaux auteurs? Il y a 1500 nouveaux auteurs, compositeurs, éditeurs qui adhèrent à la SACEM. Voilà. C'est beaucoup de monde. C'est un concours? Nous en sommes à 50 000 adhérents. C'est un examen? Non, c'est pas un examen, c'est-à-dire qu'autrefois, effectivement, il y avait un examen, et aujourd'hui, il suffit de présenter 5 œuvres originales qui ont été jouées 5 fois sur le territoire français pour être admis. C'est pas évident, mais c'est pour permettre une toute petite sélection. Mais je vais dire ça à des jeunes qui sont formidables, s'appellent le groupe Icare. Ils sont dans la région près de Digoin, je ne sais pas si vous connaissez cette région. Pas très bien, pas loin de Charolles, pas très loin. Non, mais c'est une région... Eh bien, c'est un jeune groupe, ils ont écrit déjà une quarantaine de chansons, ils disaient comment être à la Société des auteurs ou à la SACEM. Ils ne savaient pas, chaque fois qu'ils les jouent dans un concert, à la 5e fois, ils peuvent venir se déclarer. Absolument. Les jeunes auteurs ne savent pas toujours, monsieur Blossis, qu'ils peuvent s'adresser à vous pour pas mal de conseils. Absolument. D'ailleurs, mais nous avons un service qui s'occupe exclusivement des nouveaux adhérents et qui organise des réunions d'information tous les mois à la SACEM. Ils sont bien. Vous pouvez vous adresser au département des nouveaux adhérents à la SACEM sans difficulté. C'est-à-dire que maintenant, quand ils ont joué 5 fois en public, ils peuvent toucher des droits dès la 6e. Ils touchent des droits dans la mesure où il y a une recette, où il y a un peu d'argent. Bien sûr, mais quand ils jouent en public... S'il y a des droits à répartir, bien entendu. Moi, je vais les faire passer un jour à la télévision parce que je trouve qu'il n'y a pas assez de place, encore que TF1 fait une émission nouvelle qui vient de débuter, qui s'appelle comment, François? Je ne regarde pas tellement la télévision, on regarde Jour J. Voilà, Jour J, vous devriez le savoir, c'est sur notre chaîne. Et Jour J, ça donne beaucoup de titres nouveaux. C'est vraiment très à la pointe. Un accès à la télévision, et je pense que la télé a vraiment une mission qu'elle ne remplissait plus, puisque le musical n'assume plus. Il n'y a plus de promotion pour les jeunes talents. Et on devrait de plus en plus... oui, c'est à cause de tous les one-man shows, sans arrêt. Il y avait 4, 5, 6, 7, 8 personnes qui... Sauf en ce moment. Oui. En ce moment, il y a 2 parties. Ah oui. Une de Sousa d'un côté. Oui, mais c'est très rare. C'est rare. C'est très rare. En général, il y a peu de gens, et donc pas de place pour les nouveaux. Et comme il y a de moins en moins de cabarets aussi qui travaillent, c'est dur de faire sa place. Mais absolument. Mais savez-vous, Jean, que chanteur pour le phonographe était une profession au début du siècle? Oui, racontez, j'ai lu des histoires formidables. Mais Charlus, par exemple, a quitté le café-concert, puisque ça s'appelait comme ça, pour les studios Pathé, où il a enregistré, dit-il dans ses mémoires, 80 000 fois devant le cornet. 80 000 fois. Car au début, il faut expliquer... Parce qu'il fallait reproduire les il n'y avait pas de duplication. Voilà, il n'y avait pas de duplication. Au début, on ne pouvait pas les mouler, donc il fallait chanter... on mettait 3 phonographes en même temps, quand même, devant le même cornet. Mais il fallait de la santé, Mais il fallait une sacrée santé. Ils arrivaient à chanter 40 fois de suite. Et je sais que il touchait, d'après votre livre, 50 centimes par... Vous avez de saines lectures. Par enregistrement. 50 centimes par enregistrement. Après, il a été payé au mois. C'est ça. Mais Et après, quand il n'a plus chanté, on l'a mis représentant de la marque Pathé pour le midi. Il était installé sur la Canebière et il avait une boutique de phonographe. Vous voyez, il a vécu jusqu'à 90 ans. Donc, Charlus a été un homme fait par le phonographe, mais il y en a d'autres, dans d'autres genres. Ainsi, on peut penser que Enrico Caruso n'aurait pas été aussi célèbre s'il n'avait pas eu derrière lui la compagnie du gramophone. Car grâce à ce support, il a non seulement gagné beaucoup d'argent,
mais il a également été connu dans toutes les parties du monde, puisque les disques pouvaient voyager plus facilement, et on pouvait organiser des séances d'audition beaucoup plus facilement dans n'importe quelle banlieue du monde, ou même dans le fin fond des campagnes, pour écouter la voix de Caruso, alors qu'on ne pouvait pas organiser un concert avec ce chanteur ou une représentation d'opéra. Toujours d'après les scènes lectures que j'ai lu, il a eu la voix la plus radiophonique du départ. J'ai dû dire phonogénique. Phonogénique, c'est ce qui est écrit, mais c'est pas facile la première fois où on dit phonogénique. Bien sûr. Et effectivement, c'est une voix qui ressemblait à... Vous savez, il n'y a pas de mystère dans la réussite des gens. Et je pense que Enrico Caruso a été ce premier phénomène qui a pu, à travers la matière, si vous voulez, faire passer l'émotion. Et même sans le voir, en écoutant ses disques, eh bien, il y a une qualité émotionnelle qui se transmet. Et c'est parce qu'il a ému les gens qui écoutaient ses disques qu'il a été aussi célèbre. Milliardaire après. Bien sûr, et même sa famille en a vécu pendant très longtemps. Est-ce qu'on peut demander un... Juste, parce qu'à propos de gramophone, là j'ai là une publicité de les pubs sont interdites à la télé. Ah oui, mais le gramophone, une invention quasi divine. C'est tout à fait ce que... Oui, certains parlent aussi, en décrivant le phonographe, de thorax en nickel et de cordes vocales en acier. Voilà Caruso, qui était dessinateur et qui a laissé d'ailleurs une série impressionnante de caricatures qui sont très savoureuses. C'est enregistrement mécanique. Enregistrement mécanique, c'est-à-dire qu'il chantait devant un cornet. Ce qui était très difficile, c'était en même temps d'enregistrer l'accompagnement. Un piano, on arrivait un petit peu... On le hissait. On hissait. Vous avez toujours lu ça dans votre livre. On hissait le piano à hauteur à peu près du chanteur, puisque c'était le même cornet qui prenait les... Et qui est cet homme, voyons? Ça, c'est une publicité d'Edison. Alors, vous voyez, c'est pour dire que dans le foyer, ce vieux monsieur et cette vieille dame sont ravis d'écouter les derniers succès. Les derniers succès à la mode, c'est une très très jolie publicité d'Edison. Alors on voulait demander à un spécialiste, combien valait actuellement un disque que j'appellerais original de Caruso? Est-ce que vous le savez par hasard? Ah non, parce que moi je suis spécialiste uniquement des années 60 et déjà il cote très cher. Alors, faut que je demande à un spécialiste des années... Eh bien je vais vous en parler et je vais être bref, ce qui sera difficile parce que Caruso a enregistré et on a mis dans le commerce en vente 234 phases de disques. Ce qui représente quand même beaucoup. Et d'autre part, il y a des inédits, puisque certains disques n'ont pas été commercialisés. Eh bien, les disques de Caruso n'ont pas été tous faits pour la compagnie du gramophone. Il en a enregistré 3 cylindres pour la maison Pathé, qui sont très très rares, qui ont été très peu diffusés. Et ensuite, il a enregistré 7 faces pour la compagnie du Zonophone. Zonophone, gramophone, vous voyez qu'on se faisait déjà de la concurrence. Eh bien, ceux-là sont très très rares, parce qu'ils ont été peu diffusés. Alors après, dans les disques... Vous n'êtes pas normand? Non, mais attendez, je vais vous en parler. Alors ensuite, Caruso a enregistré 10 faces pour la compagnie du gramophone à Milan en 1902. Ces 10 faces sur lesquelles Milano figure sont quand même assez rares, puisqu'il s'agit des premiers enregistrements et de ces derniers enregistrements faits en Europe. Car après, à part une exception, en 1904, où il a enregistré la Mattinata, accompagné par Léon Cavallo, eh bien, il a fait tous ses disques aux États-Unis. Tous ces enregistrements sont faits aux États-Unis. Eh bien, je pense qu'un disque de Milano, c'est-à-dire cette première série, vaut au minimum 200 francs quand il est en bon état. Mais il y en a certains qui sont plus rares que d'autres, alors on ne va pas rentrer dans le détail. Mais en revanche, un disque de Caruso des autres séries est en général un disque qui peut coûter 50 francs, 100 francs. Il y a des rééditions. Il a eu, bien sûr, maintenant il y a des micro-sillons, et bientôt il y aura des compacts disques certainement de Caruso, il n'y a pas de raison qu'il n'y en ait pas. Ça va éviter de répondre à de très nombreux courriers. On va nous écrire pour dire j'ai un disque qui est d'au moins 1930, tout ça. Tous ces disques, même en très bon état, ça vaut 10 francs, 15 francs, quoi. Oui, enfin, il y a des exceptions. C'est vrai. Il y a les 78 tours qui sont très très cotés, c'est vrai. D'accord, mais c'est vrai, de toute façon, ils ont une valeur. Il y a par exemple Piaf, il ne reste plus 1 ou 2 78 tours des premiers Piaf. Ben, ça a une valeur. La Piaf est beaucoup plus rare que Edith Piaf. Enfin, en ce qui concerne le dictionnaire illustré des antiquités de la brocante, réalisé sous la direction de Jean Bedel, eh bien, à la rubrique disques, j'ai noté qu'en ce qui concerne la collection de disques, il n'existe actuellement aucun catalogue donnant la cote des disques. Non, alors, justement, peut-être qu'on pourrait demander à Daniel Le Sueur.
Mais au marché aux puces. Mais lui, et le problème est donc que les codes varient beaucoup de la province à Paris, du marché aux puces, d'un commerçant à l'autre, d'un pays à l'autre. Et donc, alors moi j'ai travaillé sur les années 60, parce que c'était la première fois. C'est la meilleure année, vous avez tout à fait raison. C'était l'explosion. Très bonne année. C'était vraiment l'explosion. Tout d'un coup, les chiffres de vente ont monté, et puis encore aujourd'hui, on vend des disques des années 60. On en parlait tout à l'heure. C'est comme les grands crus. Saka avec les chansons pour les pirates. Les pirates, on en vend toujours encore. Alors en ce qui me concerne, donc, étant donné que les maisons de disques font très bien leur travail au niveau des rééditions, je me suis concentré sur les éditions originales. Et alors au fil des années, j'essaierai de faire plusieurs bouquins. Le premier, je l'ai consacré au groupe anglais-américain, les Beatles et tout ça, puisqu'ils ont explosé. C'était la première fois qu'on voyait des records de vente de, je crois, 300 millions ou 400 millions pour les Beatles. Donc le premier volume est consacré à ces groupes anglais et américains. Et puis d'ici 2-3 ans, si tout va bien, c'est un travail très long, il y aura les Français. Et, il y a des tas de choses à faire sur Piaf, mais il faut faire une collection complète. Vous avez expliqué complète. Pourquoi les Américains, vous avez commencé par ça? Oui, justement, en ce qui concerne la diffusion, c'est beaucoup plus grand. On en vend comme ça permet d'en vendre aux États-Unis, en Angleterre, de se faire des bons contacts. Et puis, alors maintenant, comme je disais à M. Berthaud il y a un mois ou deux, la folie en ce moment, c'est Brigitte Bardot. Je vous en ai apporté un. Oui, voilà. Je crois qu'il a mis un val de l'argent, là. Ah oui. Voilà. Mais j'ai toute la collection, moi. C'est l'appareil à sous la oui, et puis en état parfait. Comment ça vaut un Bardot, là en 45 tours, au maximum dans les 100 francs. Mais les premiers albums... 100 francs? Oui. Dans les premiers albums, cotent 1000 francs, et selon l'offre, ça peut monter, selon l'état. Le mien est neuf, monsieur. Il est superbe. Et moi, j'ai amené celui-là qui est amusant. Je ne sais pas si on peut le montrer. Oui, c'est Babette. Babette s'en va en guerre. La petite musique de Béco, ça. Hein. Voilà. Et alors, bon, dans les années 60, il y a plein de choses. Ah, puis on va le montrer là, voilà, on le montre là. Voilà, on le voit très bien, mais on le voit, regardez comme il est magnifique. Oh, il est super, oui. On peut montrer quelques titres pour vous nous donniez ça, Claude François. C'est vraiment cher, ça varie entre 40 et 80 francs, ça. Mais pareil, tout dépend de l'état, quoi. Vous pouvez le trouver au plus à 5 francs, complètement abîmé. Et à Richard Anthony. Tout ça, toutes les années 60 se collectionnent maintenant. Les années 60. Et varie. Enrico Macias aussi. Alors ça, je fais pas. C'est un petit peu au dehors de... C'est pas des années 60, mais c'est pas... Je crois qu'en raison du grand tirage, c'est pas encore recherché. C'est pas encore recherché. Voilà, le sonorama avec Bardot. Voilà, ça c'est un autre sonorama spécial Brigitte Bardot. On le montre, je le garde également. Vous n'avez pas les collectionneurs qui ont craqué s'ils voient ça. Je ne le connaissais pas celui-là d'ailleurs. Voilà. Bon. En tout cas, ça c'est aussi à François Chéneau. Mais oui, alors ça, Daniel, c'est intéressant aussi. C'est un disque américain. Ah, de quelle année? Un 78 tours. Vous pouvez montrer l'autre face aussi. Mais je montre déjà une face quand même. Très. L'envers de l'endroit. Alors, Daniel, qu'est-ce que ça vient d'où ça? Ça me semble américain, ça me semble jazz. Voilà. Mais ça, on a vu des 78 tours qui étaient colorés comme ça dans les années 55-60. Et on y revient. Il y en a pas mal. Il existe des hallyday qu'on imprime directement. Donnez-nous ce que vous avez à montrer. Celui-là, c'est l'exemple de démonstration. Ils vous l'ont fait sur disque carton. Vous l'ouvrez, vous sortez ces disques en carton. Présentation. Il y a plein de choses. Le disque en forme de cœur que j'ai amené, puisque Marvin Gaye s'est fait tuer il y a 2 jours. C'est pas joli, ça. C'est difficile à lire pour aller sur les bords, non? Alors écoutez, il y a pire, il y a la carte postale. Ah ben voilà. Fabriquée en Pologne. Alors là, il faut vraiment avoir. Je pense que vous pouvez les. Ah mais vous savez, moi j'ai des cartes postales comme ça qui datent de 1906. Le phonopostal date de 1906. Il y a un fabricant français qui fait encore des cartes postales. Je trouve que c'est quand même charmant d'envoyer des messages. Un disque allemand transparent avec radiographie de main, c'est très complètement transparent. Alors le disque est transparent et il y a une radiographie de... C'est la main de Faust, vous pensez? Ce sera trop beau. On ne vous voit plus, c'est pas tout à fait transparent. Daniel, c'est presque transparent. Qu'est-ce que c'est que ce disque? C'est du carton, ça? Oui, ça c'est pas le disque par lui-même. C'est pour la publicité pour le marchand de disques. Et il y a des gens qui collectionnent ça. On collectionne toutes sortes de vignettes dans le fond. Et le disque image, il y en existe des très très beaux. Alors voici le Seigneur des Anneaux, vous devez connaître. Ah oui. Oh là là. Alors voilà. C'est beau le détail de ça. Alors il y a 2 disques, donc les 4 je le sors d'abord de sa pochette. Le voici. C'est vraiment des très belles choses. Et ces choses se trouvent à acheter actuellement. On peut trouver ça?
Avec un petit peu de chance, oui. Un petit peu de chance, parce qu'en fait, il y a des choses très belles qui sont aujourd'hui soldées et qui seront très rares dans seulement 1 an ou 2 ou 3. Alors, il faut savoir... Il faut faire les boutiques de solde, il faut aller acheter ça. Je crois que c'est mieux, parce que... Ça, c'est mal vendu au départ. Voilà. Alors, souvent, ça part dans des soldes. Il faut l'aimer aujourd'hui. Voilà. Voilà. Et donc, alors, j'ai édité ce petit bouquin, si vous pouvez le montrer, monsieur Bertrand. Vous avez édité un petit bouquin, mais il est tellement petit que... Voilà, il s'appelle Daniel. Alors, Daniel, les disques rares, c'est écrit les disques rares des années 60. Alors, ça, c'est le premier volume. Voilà. Le prochain, ce sera sur les groupes français. Voilà. Mais on l'attend pour quand? 3 ans, pas avant? C'est un travail de dingue. J'ai mis 5 ans à préparer celui-là. Il faut les collectionner. C'est vrai que partout à l'intérieur, parce que j'ai mis chaque cotation de rareté. Il y a toutes les cotations, il y a un travail. N'importe où, c'est pas. Oui. Donc ce serait plus riche en couleurs, monsieur Le Sueur. Oui, mais il faudrait que je sois aussi plus riche pour l'éditer en couleurs. Il suffit d'en vendre pas mal de celui-ci et le second sera en couleurs. Il y a de plus en plus. Sera sonore. Voilà, il devrait y en avoir au moins une face, et le moins que vous puissiez faire. J'y ai rêvé, j'y ai pensé, mais... Il y a beaucoup de clients. Quand nous allons à différentes brocantes, il va d'ailleurs y avoir un salon bientôt. Nous accueillerons en fin d'émission notre ami Joël Garcia, directeur du grand magazine Trouvailles, entre autres, qui paraît tous les 2 mois, qui devrait paraître tous les mois, parce que ça serait beaucoup plus... c'est formidable, on a besoin de ces journaux qui vous tiennent au courant du marché, parce que tous les 2 mois, quelquefois, on ne peut pas assez parler de notre émission. Il y a d'autres revues quand même, mais enfin. Donc nous accueillerons Joël Garcia qui nous parlera d'un salon intéressant. Est-ce que Mme Callas pourrait donner des conseils pour... Est-ce qu'il y a des conseils à donner pour l'entretien ou pas, la chaleur, toutes ces choses-là? Qu'est-ce qu'il faut faire par rapport aux disques? Les conseils que je donnerais d'abord, c'est de conserver les disques et de ne pas les jeter. Mais je crois que maintenant, depuis les années 80, on ne voit plus ces disques qui disparaissent, qui étaient entassés dans les greniers et qui disparaissent. Ça, c'est terminé. Donc de les conserver, mais ne pas croire non plus que ça vaut une fortune. On reçoit des demandes quotidiennes en disant j'ai des collections absolument fabuleuses, ça doit valoir très cher, et les gens ne veulent plus les céder à moins de 1000 francs l'unité. Alors le marché, moi je suis un petit peu sceptique sur ce qu'on vient d'entendre. Le marché, c'est celui de l'offre et la demande encore pour les disques. Dans le disque classique, il y a des catalogues au niveau international qui atteignent des prix absolument fabuleux parce que le marché qui est visé, c'est le Japon. Vous avez en très peu de temps le disque d'Epson par exemple, mais il y en a d'autres dans le domaine du jazz où les disques ont atteint parfois 6 000, 7 000 francs, et même parfois plus. Alors ça, c'est la mise qui est donnée au départ en essayant de monter les enchères, et on trouve parfois acquéreur, et vous voyez dans le même catalogue, quelques mois après, le disque diminuer, parce qu'il n'a pas trouvé acquéreur. Alors il ne faut pas non plus, ce que monsieur Le Sueur disait tout à l'heure, il faut quand même être un petit peu raisonnable et ne pas aider le marché quand même à monter. Et puis le recensement des collections, le recensement des collections permettrait aussi de savoir ce qui est rare et pas rare. Alors là, j'en reviens bien sûr à ce que nous conservons, mais je pense que tous ces disques qui sont conservés à la Phonothèque depuis le début, qui sont loin d'être l'exhaustivité, mais si on pouvait, ils pouvaient tous apparaître sur ce que est en train de faire cette base de données, on verrait, et vous verriez que au fond, ce qu'on prend pour des raretés introuvables, bon, ils ont été à leur époque déposés, il y a déjà une collection nationale quelque part, et ça serait un élément aussi pour les collectionneurs, un petit peu un élément relatif. Parce que bien souvent, on voit arriver des gens avec des documents très très précieux en nous disant c'est rarissime. On s'aperçoit qu'à l'époque, ils ont fait un grand tirage, qu'ils ont fait l'objet d'un dépôt légal en 2 exemplaires. Et je crois que là, il y a une collaboration à avoir entre les collectionneurs, parce que monsieur Le Sueur travaille sur les années 60. Mais qu'est-ce que vous diriez quand on travaille sur un fonds encyclopédique? C'est-à-dire qu'on reçoit tous les enregistrements, quel que soit le domaine. Alors là, ce que vous sortez, parce que TF1 n'est pas moderne, vous voyez, il n'y a pas de ligne téléphonique. On ne peut pas brancher un Minitel sur le plateau. On a le téléphone quand même. Ah non, on n'a pas sur le plateau, donc je ne vais pas croire que vous... Sur le plateau, peut-être pas, mais quand même dans les bureaux... En régie, on a le téléphone. Alors, ce qui est dommage, c'est que justement, nous aurions pu, si vous aviez faire une expérience, voilà, nous aurions pu simplement brancher avec le Minitel. Je vais vous montrer le travail que nous faisons en ce moment, c'est-à-dire qu'on aurait interrogé la base de données qui est en cours de constitution sur le dépôt légal. Par le téléphone. Oui, par le Minitel. On aurait interrogé, par exemple, on avait fait l'expérience ce matin dans le département, pour voir ce qu'il y avait comme enregistrement de Dorothée, tout honneur, tout seigneur, tout honneur. Oui. Et on aurait vu apparaître à Dorothée les disques qu'elle vient de publier. Ah bah comme ça, je saurais ce que j'ai enregistré. Voilà, par exemple. Alors, nous faisons ce travail, normalement l'année prochaine, si les pouvoirs publics et tout le monde le veut bien, cette base sera sur serveur. C'est-à-dire que les gens qui auront un Minitel chez eux, ils seront de plus en plus nombreux, paraît-il, pourront consulter cette base de données et qui, avec le temps, devient une base, évidemment, recensant des documents anciens. Pour le moment, c'est le contemporain. C'est-à-dire que pour la chanson française, 2e tome, voilà, Pierre Sacca ferait appel directement par Minitel. Il n'aura plus qu'à donner un certain nombre de critères et on pourra dire que la SACEM, elle a des ordinateurs...
qui nous permettent, quand on voulait faire nos sélections, de trouver, mais il faut taper, et on voit sortir des centaines de titres, des centaines de titres. Il y a encore des titres qui manquent. Il y a encore des titres qui manquent. Est-ce qu'on pourrait demander une chose et peut-être surprendre? Si personne à SVP, Suzy, si vous nous entendez, est-ce que vous avez quelqu'un qui a trouvé la chose? Je vous entends parfaitement bien, mais vous dire qu'on a trouvé la chose, je ne sais pas. On m'a donné beaucoup de réponses, beaucoup de titres. Moi, je peux vous dire que j'aurai la réponse. J'ai la réponse déjà dans ma poche, car la maison de disques nous a appelés, mais je suis très étonné que pas un seul téléspectateur ou téléspectatrice n'ait eu ça. Non, je ne pense pas. Par contre, c'est un nom connu? Je ne le dis pas, vous le lisez d'abord. Est-ce que vous le connaissez? Enfin, moi, je ne le connaissais pas. Et vous voyez le nom qui est écrit en haut, là? Oui. Non, vous ne connaissez pas non plus. Eh bien, il y a quand même eu ce disque de fait. Ce que je ne sais pas, c'est qu'il est sorti dans le commerce. Je ne le sais pas. Il a été pressé par la demande aux compositeurs, là, producteurs, studios. Oui, on pourrait demander, c'est aux éditions Louis Gastet, si quelqu'un en régie veut essayer. Cet auteur-compositeur, l'édition Louis Gastet, s'ils ont une chanson qui s'appelle « Je t'aime », Antarctique, l'été, comme l'ombre grandit, si je dis, le numéro de téléphone, aéroport, avant-demain, Pierre-Paul André, comme avant, et une main. Je ne vous donne pas encore le nom, parce que j'aimerais bien savoir qui est cet auteur-compositeur. Ce n'est pas Maurice Fanon? Pardon? Ce n'est pas Maurice Fanon? Ah non, non. Mais c'est pas un piège, je vous assure que c'est pas du tout quelqu'un de cet ordre. C'est pour moi un inconnu de grande qualité. Ça nous aurait à la limite permis de parler s'il y avait eu un représentant des maisons de disques où il y a tellement de gens bien qui disparaissent très vite, évidemment, pour que d'autres surnagent et prennent toute la place, bien sûr. Alors, mais je ne vous accuse de rien. C'est malgré vous que vous avez votre succès. Alors, vous n'y pouvez rien. S'il vous plaît, Jean. Oui. S'il vous plaît, des téléspectateurs curieux et intéressés nous demandent le titre exact de l'ouvrage, si vous pouvez le redonner, sur l'histoire du phonographe et le nom de l'éditeur. Ah ben ça, on l'a pas dit. Ça s'appelle l'histoire illustrée du phonographe de Daniel Marty chez Edita Vilo, vous voyez le livre actuellement, qui est une maison d'édition remarquable avec des ouvrages absolument fantastiques et dont nous reparlerons à propos de l'automobile, Jean, pour plus tard. Et c'est diffusé en France. C'est diffusé en France par Vilo. Voilà. Il existe également en version allemande et en version anglaise. Oui, mais on n'est pas encore reçu actuellement en Angleterre, nous en Allemagne. Mais enfin, toujours est-il que je suis très étonné. Je ne sais rien sur la nationalité de ce chanteur, dont le prénom est François. Voilà. Je vous en dis déjà un petit peu, mais j'aimerais en savoir davantage. Si on peut appeler encore depuis la régie, la maison de disques, il faut essayer d'en savoir plus chez Polydor. Je vais poser la question à Daniel, Jean, de savoir s'il donnait quelques conseils justement pour nettoyer un petit peu. Oui, un disque sale qu'on trouve dans les greniers. Voilà, on le trouve. Vous voyez, en voici par exemple qui sont très usés, que vous avez apporté. De l'eau distillée. Marie-France, mais alors... De l'eau distillée. Avec de l'eau distillée. Pas de produit. Avec un tampon métallique, non? Ah non, ou même un mouchoir très fin. Un mouchoir très fin. Une petite éponge très légère. Voilà, ou une éponge qu'on trouve en pharmacie, et de l'eau distillée surtout, mais ne mettre aucun produit. Alors, je vais vous dire comment on les nettoie quand on est dans un centre de conservation. On utilise des cuves à fréon. Alors, comme je pense que personne en particulier ne peut pas le faire, il faut se garder d'utiliser autre chose que de l'eau distillée. Très bon conseil. Les microtillons se nettoient avec une pulvérisation un petit peu d'alcool, mais ça les altère. Vous ne pouvez plus rien faire pour ce disque-là. Vous voyez, il est craquelé de partout. Je ne sais pas si on le sent craquelé, mais il est craquelé parce qu'il était sur un autre support qui n'a pas vieilli de la même façon, quoi. Ce disque Pathé. C'est un disque publicitaire de la maison Pathé, et évidemment qui est composé de deux matières qui ont mal cohabité au cours des années. Il a quand même 80 ans. Il a 80 ans. Bah oui. Vous en aviez apporté un qui est là en dessous, énorme, comme oui. Vous pouvez le montrer. Absolument. Encore. Ah oui, alors voilà. C'est presque le lancement du disque. Edison, vous voyez, Edison a fait des disques après avoir fait des cylindres, et ce sont des disques épais, mais qui sont quand même micro-sillons. Le sillon est très fin. On ne peut... Je vais vous raconter une anecdote à ce propos. Savez-vous pourquoi le disque est devenu plus souple, en quelque sorte, quoique ce soit un disque dur, dans les années 30? Parce qu'un ouvrier de la maison Columbia, en faisant sa pâte, s'était trompé et par inadvertance, il avait laissé une feuille de carton dedans.
et ça avait donné plus de souplesse au disque. Et ensuite, tous les Colombiens étaient supérieurs au pâté parce qu'ils avaient une feuille de carton à l'intérieur. Eh bien, je crois que si Suzy n'a pas trouvé, nous allons aller donner quelques renseignements en retrouvant notre ami. Je n'ai rien, personnellement, je n'ai rien trouvé, mais les téléspectateurs non plus. Eh bien, je ne vais pas vous faire languir parce qu'on m'a apporté la réponse. D'appels, Jean, hein. Je viens retrouver Joël Garcia, il y a un micro, Joël Garcia, vous pouvez le prendre aussi. Alors, est-ce qu'on peut faire entendre depuis la régie 15 secondes encore de cet enregistrement? Enfin, dès que vous le pouvez, on fera entendre J'aime, un petit morceau, ou Je t'aime plutôt, de ce garçon. Du matin qui défait les draps chauds au soir qui allume des feux, quatre coins des miroirs. Merci. Eh bien, cette voix, c'est celle d'un garçon qui, j'espère, existe toujours. Il s'appelle François, vous s'appelez François Matuchet. Voilà, je ne connais pas, il figure à la SACEM, c'est les renseignements qu'on m'a donnés. Il avait été enregistré et tous les titres qui étaient là sont tous très beaux. Nous les avons entendus hier ensemble. Il serait bien qu'il puisse se manifester auprès de nous. Voilà, alors on donne la parole à Joël Garcia. Joël, absolument. Non, Jean, je voulais peut-être, avant de laisser la parole à Joël, parler de ces musées qui existent en France et concernant justement la musique mécanique, et notamment le musée de Sainte-Maxime dans le Var, dont voici d'ailleurs l'entrée absolument baroque et tout à fait charmante. Plus beau chaque fois. Voilà. Très bien, la voici. Voilà, ils vont la voir. On l'a là-haut d'ailleurs en régie aussi. Vous l'avez aussi en et régie, et dont Madame Munch a cumulé un certain nombre de phonographes. Il y en a actuellement 200 et c'est un musée vraiment très sympathique. J'en ai gardé un très bon souvenir. Je l'avais visité il y a une dizaine d'années et je vous signale que ce musée, donc sur la route de Saint-Tropez à Sainte-Maxime, se trouve dans le parc Saint-Donat et qu'il est ouvert à partir de Pâques seulement, des vacances de Pâques, et jusqu'à fin septembre, tous les jours, à partir de 10h, de 10h à 12h et jusqu'à 14h30 et 18h. Voilà, c'est un lieu de promenade dans un parc magnifique, le parc Saint-Donat, donc ne manquez pas une petite visite, car les musées concernant le phonographe sont assez rares en France, ils sont même... Il y en a à l'Auberçon en Suisse, les Frères Beau aussi, où il n'y a pas seulement des photographes, c'est toutes les musiques mécaniques, n'est-ce pas? Alors vous, tenez votre micro, vous êtes venu parce que vous allez à un salon qui va traiter prochainement du... Oui, le 5 et 6 mai à la Bastille, avant qu'elle soit détruite, malheureuse. Le 5 et 6 mai à la Bastille, j'organise la convention du disque de collection. Je pense, c'est nouveau. Oui, je pense que tous vos invités aujourd'hui vont venir nous voir. J'espère. Parce que, en fait, il n'y a pas de salon encore grand public pour le disque. Et alors là, on va réunir à la fois les collectionneurs, à la fois ceux qui repressent les anciens disques, et même les maisons modernes de disques. Tous les mordus du disque seront présents, je crois. Et il faut dire tout de suite que nous ferons, avec vous d'ailleurs, la toute dernière brocante à la Bastille, et notre émission, ce sera le 12. J'ai oublié. Alors, le 10 mai. Le 10 mai, bravo. Le 10 mai. Voilà, il est quand même venu. Ça commence le 10 mai. Le 10 mai, c'est ça. Et alors, je vais ajouter qu'il y aura une exposition sur les années 60. Il y a un photographe qui était connu pendant les années 60, M. Rancurel, qui va nous présenter toute une exposition de photos d'artistes des années 60, mais photos, affiches de concerts, etc. Oui, François, il faut dire que Drouot, dimanche prochain, très important, Drouot fait une dizaine de ventes. Journée porte ouverte à Drouot. Oui, mais avec des ventes. Avec des ventes, bien entendu. Et nous retrouverons une vente dirigée par Maître Charbonneau. Ah bah oui, sur l'art contemporain, absolument. Encore ces années 50 et 60, d'art abstrait. Une autre par Maître Ribert, une autre par Hervé Chayette, Maître Hervé Chayette, qui a été également l'un de vos invités. On vendra de tout, aussi bien des bijoux que du vin, je peux vous dire, des tapis, absolument toutes sortes de choses. Et on peut aller voir les objets qui sont exposés à partir de samedi matin. Et la vente aura lieu les ventes à partir de 14h15. Et il y a également le dimanche matin à 11h, on peut voir ce qu'on achètera. Bien sûr, les je expositions. tenais aussi encore à dire qu'il y avait, d'abord je dis merci et au revoir à tous nos invités qu'on a quittés un peu rapidement, mais on les aime quand même. Et par ailleurs, de dire que nous signalons pour tous ceux qui auraient envie de se déplacer, il y a la foire de Bâle
qui commence là dans quelques jours. Je crois que c'est du 7, je vais chercher les renseignements vite fait. Au 15, mais du 7 au 12 à Bâle en particulier. Il y aura une exposition fantastique sur l'horlogerie, car c'est une des plus importantes au monde qui va réunir des collections extraordinaires. Vous voyez, François ? Voilà, la 25e foire suisse d'art et d'antiquité à Bâle. Mais, vous savez, Jean, à propos de musée, bien, je pense que le musée de la parole verra bientôt le jour, si j'ose dire, et ceci grâce à Marie-France Callas, qui s'occupe activement. On vient nous voir, bien entendu, on parle d'elle, de son musée, voilà, et Dorothée est en plein pour parler aussi, elle doit vouloir acheter un disque, elle essaie de l'avoir à 5 francs au lieu de 8 francs. Mais tu viens de la Bastille, il y aura plein de disques à vendre. Voilà, il y aura beaucoup de disques à vendre, mais je dis bien que nous ferons la fermeture et en tout cas, nous espérons que vous avez passé un bon après-midi avec nous. Notre ami averti était au générique, ce sera peut-être pour une prochaine fois. Oui, c'est-à-dire que je pense, comme on lui avait dit, des télégrammes, des messages téléphonés sur répondeur, son bureau était prévenu, nous l'attendions, il a dû se perdre en route, mais on l'aime quand même. Et tous à vos cassettes. Au revoir. Et la semaine prochaine pour les choses du jeudi. Voilà, avec le petit train. Ceux qui carabinent, ceux qui défilaient militaires et ceux qui défilaient de mannequins, ceux qui miniaturent, ceux qui marionnettent, ceux qui mignonnettent, ceux qui dés à coudre, ceux qui 45 tours, ceux qui carte postale et ceux qui prient d'excellence. En un mot, tous ceux qui ont une idée fixe, un but dans la vie, ont ce dimanche un but de promenade. Oui, vous aviez reconnu l'humour.